Madame, monsieur, bonjour. Nous allons vous montrer à quoi ressemble une chasse à l'homme. Nous sommes à Kherson. Kherson, où les soldats russes s'entraînent manifestement, j'allais dire s'amusent manifestement, s'entraînent manifestement au maniement de drones meurtriers sur des civils. Regardez ces images sont saisissantes. L'opérateur a identifié un civil, nous sommes sur un espace qui pourrait ressembler à un marché, je ne sais pas si c'est un marchand des 4 saisons, si c'est un marchand tout court, en tout cas de la vente itinérante. Alors il y a peu de monde autour, passe néanmoins un véhicule et vous avez ce drone là qui tourne autour de sa cible un peu comme le chat cherche la souris et puis à un moment, boum, ça tombe, ça explose. Alors je vais vous donner l'information jusqu'au bout, cette personne n'a pas été tuée. Cette personne a été blessée, mais ce qui nous a frappé en recevant ces images aujourd'hui, c'est que manifestement, les soldats russes, les opérateurs russes n'hésitent pas à s'entraîner sur des civils, je dis bien à s'entraîner sur des civils, avec ces armes de guerre, que sont des drones meurtriers, équipés d'explosifs, pour ensuite les utiliser sur le front. Pour en parler, Jean-Dominique Mercier. Bonjour. Jean-Dominique, journaliste spécialiste des questions militaires et stratégiques. Bonjour Yara Risk, vous êtes spécialiste de géopolitique et journaliste économique, et j'ai la joie d'accueillir Maxime Pérez, ancien correspondant au Proche-Orient, spécialiste des questions de défense. Tout de suite, un tour de plateau, je voudrais savoir ce que ça vous inspire. Parce que c'est un élément de fait, mais on est dans l'ordre des sentiments, là. Ah, ces images sont horribles. Voilà. C'est simplement horrible. Alors, ça, c'est la réaction morale. On peut la caractériser. Ça s'appelle: nous assistons en direct à un crime de guerre. C'est ce que dit le ministre. On l'écoute tout à l'heure. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères dit c'est clair. Aucun doute là-dessus. C'est un crime de guerre. C'est caractérisé. Tout le droit des conflits, le droit international nous le dit. Nous assistons en direct à un crime de guerre. Alors, des choses comme ça se passent sur le front. Mais sur le front, c'est normal. C'est normal en termes juridiques et en termes militaires, puisque c'est une guerre. Donc, à la guerre, on tue ses ennemis. Mais là, assassiner délibérément un civil qui tient son petit football... Alors, il n'a pas été assassiné, hein, il est blessé. Il a été blessé, mais là, il y a une volonté de mort, c'est évident. Ce sont des images épouvantables. Épouvantables. Et donc, c'est bien, comme le dit, on va le voir, une source officielle ukrainienne, le ministre, c'est bien le chef de la diplomatie ukrainienne, dit voilà, c'est un crime de guerre barbare commis par la Russie. Des milliers de crimes similaires ne sont jamais portés à la connaissance du public. Alors, vous savez, comment a-t-on ces images ? Moi, je m'interroge sur comment a-t-on ces images. Attendez, moi, je fais toujours preuve de prudence quand on commande des images. On les a validées. On sait que ce n'est pas le produit de l'intelligence artificielle, c'est du réel. Alors, vous savez, à qui profite le crime ? Il faut toujours se poser toutes les questions. Quand on est journaliste, et vous le savez mieux que quiconque, il faut bien sûr se demander si c'est bien à Kherson. On nous dit que c'est à Kherson. Si c'est bien un opérateur russe, manifestement ça l'est. Si c'est bien un civil ukrainien, enfin tous les éléments semblent le démontrer. Mais en effet, il faut ouvrir toutes les hypothèses. Hein. Je crois qu'il faut être tout à fait clair là-dessus. Yara Risk, qu'est-ce que vous en pensez ? En fait, ce qui se passe aujourd'hui à Kherson, ça peut rappeler ce qui s'est passé en 2024 à Antonivka. Donc, je rappelle que c'est une ville dont la population a diminué de la moitié parce que la stratégie russe était la même. En tout cas, c'est la même qui est transposable. C'est une stratégie de contrôle territorial sans occupation immédiate. C'est une façon de dépeupler avant de conquérir, même de neutraliser durablement sans conquérir. Et bien, comment ? Par la peur, avec des crimes de guerre, avec des crimes contre l'humanité, en visant délibérément, parce que là, c'est délibéré avec ce type de drone, des civils. Donc ici, en fait, ils avaient toutes les informations, la façon dont il bougeait, la façon dont il était habillé, ils avaient toute son identité. Donc c'est délibéré. Et c'est aussi une façon de brouiller le front avant et arrière de la Russie, vu que là, Kherson, c'est juste à côté d'un front russe. Donc il y a tout ça qui doit rentrer en ligne de compte. Mais effectivement, comme vous l'avez bien dit, et il faut le souligner, c'est un crime de guerre parce qu'ici, on touche à des civils. Ça peut se passer sur le front, mais toucher à des civils, là, encore une fois, on augmente, on rentre dans un nouveau niveau, au niveau de l'escalade des tensions entre ces deux pays. Alors, je précise donc, je crois qu'il faut le rappeler, hein, la personne qui est visée, ce monsieur qu'on voit à l'image, a été blessé. Alors, ce qui est frappant, Maxime Pérez, tout à l'heure je parlais du jeu du chat et de la souris, c'est une expression qu'on peut utiliser en famille, là elle présente un caractère dramatique.
parce que il s'agit de la vie et de la mort. La vie et la mort d'un civil. Et on voit donc qu'il échappe, vous voyez, ça explose. Alors on a flouté, on n'a pas vocation à montrer des horreurs à la télévision. Enfin, tout le monde comprend que il y avait une vraie volonté de mort. Vous savez ce que ça m'a rappelé? Vous vous rappelez du film comment s'appelait ce film? L'Armée des Ombres. Oui. Melville. Vous savez, à un moment, il y a une scène avec Lino Ventura. Ce sont des soldats allemands dans un tunnel. Qui tirent à la mitrailleuse sur des prisonniers en leur disant courez. Puis ceux qui s'en sortent. Et bon, là en substance, c'est bon. Ça m'a rappelé un peu cette scène qui est une sorte de roulette russe, quoi, finalement, où on joue avec la vie des gens. Oui, c'est absolument ça. Il y a l'idée de terroriser, et puis ça dit quelque chose aussi de l'état de l'armée russe, qui est une armée sans commandement intermédiaire, il faut rappeler, c'est-à-dire que vous avez... Il n'y a pas de sous-officier. Voilà, il n'y a pas de sous-officier, ce qui veut dire que les soldats au front, un opérateur est un simple soldat, même s'il dispose d'une formation pour pouvoir manipuler ses drones, eh bien, j'allais dire, personne quasiment il n'y a pas d'encadrement. Pour pouvoir être encadré, recevoir des instructions, donc il donne libre cours peut-être à ses pulsions, à ses envies de s'essayer peut-être un nouveau drone qu'il a reçu quelques minutes ou quelques heures avant. Il n'y a pas d'explication. C'est de l'entraînement sur cible vivante, là. On peut le traduire comme ça, mais en tout cas, ça dit quelque chose aussi de ce qu'est l'armée russe aujourd'hui, et qui est flagrant évidemment depuis la guerre de 2022. Guillaume Tack est notre correspondant, je donne la parole dans un tout petit instant. Guillaume Tack est notre correspondant en Ukraine. Guillaume, est-ce que ces images sont commentées par la télévision en Ukraine? Pas seulement par la télévision, par l'opinion aussi, et les dirigeants du pays? Alors par les dirigeants, oui, comme vous le disiez un peu plus tôt, le ministre des Affaires étrangères, Andriy Sybiha, s'est déjà emparé de la question. Ce qu'il faut rappeler, c'est que cette vidéo, ce n'est que l'une des dernières en date d'un phénomène qui est déjà largement documenté en Ukraine par des journalistes ukrainiens et étrangers, qui est qualifié de safari humain dans la région de Kherson, où depuis des années à présent, la Russie tue et blesse impunément des civils. Des pilotes de drones russes s'entraînent sur la population civile. Ces images que vous voyez souvent sont partagées d'ailleurs sur la chaîne Telegram par les Russes eux-mêmes, qui se vantent des victimes qu'ils font au sein de la population civile de Kherson, qui essaient ainsi d'inciter la population à quitter les lieux. Là encore, ce n'est pas de l'artillerie, c'est un drone FPV, donc l'opérateur voit directement qui il vise, dans quelles conditions il frappe. Et on rappelle qu'à Kherson, ce sont des hommes, des femmes, des enfants, des services d'urgence, des autobus qui ont été visés également. Donc malheureusement, ces images ne sont que les dernières en date d'un phénomène qui avait poussé même le commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies en mai 2025 déjà à produire un rapport qui accusait la Russie, et je cite, de crimes contre l'humanité dans la région de Kherson. Alors là, ce sont des crimes de guerre, c'est bien ça? Oui, ce sont des crimes de guerre. Et je retiens l'expression de Guillaume Tack, qui reprend une formule officielle ukrainienne, des safaris humains. Oui, ça rappelle aussi, vous savez, Jean-Dominique, les jeux vidéo. Sauf que dans les jeux vidéo, ce sont des personnages virtuels. Là, vous tirez sur des gens en chair et en os. Ce mot de safari humain est terrible, mais il est vrai. Mais ça dit aussi, au-delà du jugement moral et juridique que l'on peut porter sur ça dit aussi quelque chose de l'évolution de la guerre. Parce que on voit pour la première fois une munition, c'est-à-dire ce petit drone, poursuivre sa cible, c'est-à-dire sa cible humaine. Parce que si les Russes avaient tiré des obus sur Kherson ce jour-là, peut-être que ce monsieur, ou des drones, des gros drones, des missiles, peut-être que ce monsieur aurait été blessé. Mais c'est pas la même chose. Là, vous avez un drone piloté par un homme qui est à quelques kilomètres de là, qui voit ce qu'il fait et qui va le chercher. On voit ce monsieur paniqué qui essaie d'échapper à ce drone comme si c'était une grosse guêpe ou un gros frelon qui voulait le piquer. C'est la réaction. Et donc vous avez quelqu'un qui décide. Et la guerre d'aujourd'hui, la guerre du 21e siècle, c'est ça. Et c'est pas très joli. Et pour répondre à la question de d'où venaient les images, en fait, la particularité de Kherson, c'est que c'est un peu un laboratoire à ciel ouvert où justement les militaires qui sont sur place ont beaucoup plus de liberté qu'ailleurs parce qu'ils testent des nouvelles techniques, ils testent des nouvelles armes, notamment des armes peu chères, et souvent les images elles sont envoyées sur Telegram où ils montrent un peu, ils friment par rapport aux différentes choses qu'ils font sur place. Donc c'est sûrement à travers ce canal que cette image est parvenue et a ensuite été publiée sur les réseaux sociaux, notamment Twitter. Les Russes s'entraînent sur les civils, on y a mis un point d'interrogation. Maxime, manifestement, on peut le supprimer.
c'est le cas. Alors ça dit effectivement beaucoup de choses de cette armée russe, qui pourtant dans l'histoire du XXe siècle a été une armée extrêmement disciplinée. Là, on voit qu'il y a des zones d'ombre. Alors, je vois qu'on n'est pas tout à fait d'accord là-dessus. Moi, je trouve que l'armée rouge a été extrêmement disciplinée. Extrêmement tenue. Dans sa, si vous voulez, Voilà, très disciplinée dans sa reconquête du territoire russe, notamment à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, elle en est sortie glorifiée avec des héros. Bon, il y a des pages sombres, hein, comme dans toutes les guerres, mais là, on franchit quand même un cap. Moi, ce qui m'étonne, c'est que les Russes publient eux-mêmes ces pratiques sur les réseaux sociaux, parce que c'est vraiment pas à leur honneur. Non, mais c'est un petit peu la tiktokisation des esprits qui aussi peut parfois atteindre les rangs militaires de soldats. C'est cette lobotomisation de la jeunesse à laquelle on assiste et qui traverse également les rangs de l'armée russe en l'occurrence ici, mais finalement il y a une forme de désinhibition par rapport à ce genre de pratiques. Ça ne doit pas les choquer eux, et que ces images circulent derrière. Finalement, c'est viral. Il y en aura d'autres demain. Et puis ils sont dans leur guerre, donc quelque part peut-être que plus rien ne les choque, plus rien ne les émeut. Ils sont peut-être dénués de toute émotion. Mais peut-être à l'épreuve du champ de bataille. Peut-être qu'on se fait des illusions sur le code militaire, Jean-Dominique Merchet. Peut-être que partout dans le monde, les guerres d'aujourd'hui sont des guerres sauvages comme ça, dans lesquelles on respecte plus ni la Convention de Varsovie, ni les règles de base de la guerre. Je crois que toutes les guerres de toutes les armées du monde, dans des proportions extrêmement variables, certaines beaucoup plus que d'autres, sont le théâtre de scènes pas joli sur les civils. Je pense qu'aucune armée au monde ne peut dire j'ai les mains totalement propres dans toutes les guerres que j'ai fait. Voilà. Sauf que là, maintenant, on le voit. Et on le voit en direct quasiment à la télévision. Ce qu'on ne voyait pas. On l'apprenait, on nous le racontait, on le devinait. Il y a eu des histoires. Il y a eu des récits. Des récits. On parlait de la Russie. L'armée française en Algérie n'a pas fait que ne s'est pas comportée tous les jours comme une organisation humanitaire. Les Américains au Vietnam, etc., etc. Les Russes, vous en parliez quand les Russes rentrent en Allemagne en 1945, ils violent des millions de femmes, etc., etc. Sauf que nous ne le voyons pas. Or aujourd'hui, la différence, c'est que nous y assistons presque en direct, et donc l'effet de sidération n'est pas tout à fait le même. Alors, il faudrait surtout pas s'y habituer. C'est la réflexion personnelle que je me permets de poser sur la table, parce que c'est évidemment une façon de faire la guerre qui est inacceptable. La guerre en soi n'est pas un long fleuve tranquille, comme vous le dites avec vos mots, Jean-Dominique, mais il y a des pratiques qu'il faut absolument s'interdire. Comme peut-être aussi celle-ci, des frappes russes, aujourd'hui à Soumy, 3 morts, une femme de 76 ans, 2 fillettes de 5 et 10 ans. C'est un drone qui a frappé un quartier résidentiel. Alors, manifestement, donc, la Russie continue de frapper les populations. Je ne sais pas l'effet que ça produit en Ukraine. Je me pose la question d'ailleurs de savoir si c'est du point de vue russe tout à fait productif. Je suis pas tout à fait certain, parce que ça resserre au contraire le sentiment national, la volonté de défense des Ukrainiens. Oui, bien sûr, ça renforce la résilience, et en même temps, on peut imaginer que la population ukrainienne est à bout, qu'elle est usée évidemment par ces frappes à répétition, ces frappes aveugles qui font des victimes quasiment chaque nuit ou chaque matin en Ukraine, à Soumy comme d'ailleurs à Kiev, ça a été le cas le 1er août, parfois avec des moyens évidemment plus importants comme des missiles balistiques. Donc il reste en possession des Russes un certain nombre de moyens qui leur permettent donc d'user cette population russe. Ces frappes dans l'arrière-front, qui trouvent aussi leur répondant en Russie depuis un certain nombre de mois, sont menées avec l'idée qu'à un moment donné, peut-être même cet hiver, si l'on se fie à certaines déclarations de responsables russes, eh bien les Ukrainiens finiront par hisser le drapeau blanc, usé donc par cette guerre d'attrition qui fait mal aux civils, qui les empêche finalement d'avoir un quotidien normal, même si évidemment il y a une résilience extrêmement importante dans la population civile ukrainienne, et qu'ils ont appris à vivre avec cette guerre. J'allais vous demander, il y a un risque, qui est le
plus vulnérables dans cette guerre d'épuisement. Moi, j'avais le sentiment un peu inverse, celui que vous exprimez, Maxime, c'est que bon, il y a d'abord le soutien européen et probablement américain aussi à l'Ukraine, et puis cette espèce de génie créatif. L'Ukraine a été capable de se défendre, alors que le rapport de force numérique est extrêmement défavorable, mais avec de l'ingénierie, avec des usines, enfin on a vu naître des complexes industriels en Ukraine pendant une période de guerre qui est plus longue que la Première Guerre mondiale aujourd'hui. Donc vous diriez-vous aussi que cet hiver, il y a un risque vital qui pèse sur l'Ukraine ? Alors, il y a un risque vital. L'Ukraine aura besoin des missiles patriotes en hiver, notamment. Donc, ce sont les missiles qui interceptent les missiles envoyés par les Russes. Et puis là, il y a un problème de stock, et c'est notamment lié à la guerre en Iran. Les États-Unis ne sont plus capables d'agir sur différents théâtres à forte intensité. Et justement, il y a un problème industriel de produire ces missiles. C'est pour ça que lors du sommet du G7 à Ankara, les États-Unis ont indiqué qu'ils allaient octroyer une licence de production aux Ukrainiens. Mais ça traîne. Mais là, on peut parler d'une sorte de génie, d'un réveil ukrainien. Ils sont en train de produire leurs propres armes, ils ont leurs propres produits, leurs propres. Même il y avait quelques semaines une exposition de défense où on voyait de plus en plus d'entreprises ukrainiennes qui présentaient son propre armement. Ce sont des géants. Voilà. C'était d'abord de petites entreprises, de chercheurs, de gens qui étaient bien formés à l'université. Et puis ça s'est développé, ça a prospéré. Et vous avez aujourd'hui des entreprises qui sont pratiquement des filières. Hein. On peut même dire que les Russes sont un monstre à leur taille aujourd'hui. À peu près. C'était pas l'adversaire qu'ils avaient en 2022 quand ils ont envahi le territoire ukrainien. Je dirais que les deux pays, l'Ukraine et la Russie, militairement, sont à l'équilibre. D'où le blocage de la situation. En fait, on voit bien que personne ne gagne, personne ne perd. Et c'est vrai. On peut dire aussi que tout le monde perd. Ou tout le monde perd. Mais en tout cas, donc on est dans une situation, les deux pays sont à l'équilibre. Et cet équilibre, c'est un miracle pour l'Ukraine, parce que la taille des deux pays est pas du tout comparable. Qui aurait parié en février 2022 que dans la 5e année de cette guerre, les deux pays seraient toujours à l'équilibre. Donc, à l'équilibre, mais cet équilibre, c'est la grande réussite de l'Ukraine qui est, pour l'instant, incapable de gagner la guerre, mais la Russie aussi. L'Ukraine estime qu'elle sera prête d'ici 40 jours à mettre fin à la guerre. Donc il y a un regain de confiance et ça veut dire aussi qu'ils ont les stocks suffisants pour tenir. Il ne faut pas se rater. Hein. Quand on dit 40 jours, si au bout de 40 jours, on a renversé la table, si la table n'est pas renversée au bout de 40 jours, il faut s'attendre à prendre la porte dans la figure. Pardon l'expression. Parce que côté ukrainien, on a fini, je pense, avec la guerre de tranchées, avec ces... Alors il y a tous les jours, sur les 1200 kilomètres de ligne de front entre Russes et Ukrainiens, des dizaines, voire parfois des centaines d'accrochages armés, mais il n'y a plus de manœuvres qui se respectent. Et les Ukrainiens sans doute, mais les Russes font aussi ce calcul, décident donc de porter des coups dans la profondeur du territoire russe, sur des infrastructures énergétiques, sur tout ce qui touche à la chaîne d'approvisionnement, en se disant que finalement c'est ça qui va faire mal aux Russes, c'est ça qui va à un moment les pousser à interrompre cette guerre, à revenir peut-être à la table des négociations. Et Alors, à l'inverse, les Ukrainiens, évidemment, frappent la Russie. J'évoquais hier une frappe qui avait tué des civils, mais l'essentiel, ce sont des sites pétroliers qui sont l'objet des drones ukrainiens, des drones pour l'essentiel, des sites d'infrastructures logistiques. Et alors, il faut m'expliquer pourquoi l'Ukraine a frappé manifestement avec l'intention de le faire ce site de Novoselki, qui est une espèce de zone industrielle dans laquelle on trouve une enseigne qui serait un peu le Amazon russe. Quel est l'intérêt mais je pense que ça... C'est intentionnel, c'est pas un accident? Alors, d'abord, je n'en sais rien. Peut-être que c'est un accident. Mais une chose est sûre, c'est que ça sensibilise la population russe aux conséquences de la guerre. À partir du moment où une entreprise de service, puisque Amazon, l'équivalent d'Amazon livre des choses, la logistique, eh bien les gens qui avaient commandé quelque chose ne le reçoivent pas chez eux. Et donc ça veut dire qu'ils sont impactés par la guerre. Ils sont impactés par la guerre, par l'absence, par les problèmes d'approvisionnement en carburant. Ils sont impactés par ce genre de choses. Donc c'est une manière, ça peut être considéré d'une certaine manière comme une action psychologique pour dire aux Russes, regardez, la guerre, elle pèse sur vous. Mais ça, c'est vrai. De l'autre côté, depuis 10 jours, le port d'Odessa est de nouveau fermé parce que les Russes ont réussi à interrompre la circulation maritime du port d'Odessa. Alors c'est important, Odessa. On voit donc...
comment dire, il se court, voilà. L'un progresse, l'autre progresse. Enchère sur enchère. Et voilà. Et ça fait 4 ans que ça dure comme ça. Le port d'Odessa, je l'évoquais rapidement, je sais pas si on va trouver des images, enfin tout le monde voit où se trouve Odessa, c'est sur la mer Noire. C'est un port important. En réalité, il y a un risque parce que c'est un port d'exportation. Alors l'Ukraine continue de produire des céréales, par exemple. On est en pleine campagne là en ce moment, et c'était je crois le 2e ou 3e fournisseur mondial. Même si les Russes occupent une partie des terres les plus riches, la partie la plus orientale en réalité, il y a toujours cette production là. Et là, c'est un outil d'étranglement économique de l'Ukraine. C'est-à-dire que les Ukrainiens ont compris que les Russes avaient des points faibles, mais l'inverse est vrai aussi. Tout à fait, on a toujours été aussi dans une guerre économique avec une volonté de fragiliser l'ennemi aussi économiquement. Et là, l'Amazone russe, c'est le cas le plus parlant parce qu'il y a cette volonté de réveiller justement les Russes et de leur montrer que vous aussi, vous n'allez plus vivre cette guerre à distance et vous allez la vivre directement. Mais parce que l'Amazone russe, donc qui s'appelle Wild Berries, c'est très étonnant d'ailleurs. Pourquoi ? Ça, il faudrait un mot anglais je sais pas. Mais en tout cas, il y a sûrement un usage dual, c'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de composantes militaires qui sont stockées, qui sont envoyées, qui sont acheminées. Donc en fait, tout l'appareil logistique de cette Amazone russe est également, en tout cas sûrement utilisé pour des fins militaires. Donc il y a une volonté à la fois d'étouffer économiquement le pays, d'avoir un impact sur les populations, mais aussi de limiter tout l'appareil logistique militaire. On peut considérer, comme le dit Yara, qu'il y a chez Amazon, en Russie, l'Amazone russe, des pièces détachées militaires, que c'est un peu une planque pour l'armée. C'est possible. C'est possible. On va prendre un exemple très basique, une puce GPS que vous allez rattacher à la tête d'une roquette pour augmenter sa précision. C'est quelque chose qui tient, on va dire, dans une enveloppe, mais pas loin. Que vous pouvez tout à fait vous commander comme simple usager pour des besoins domestiques, parce que c'est un usage qui peut être aussi civil. Voilà. Donc ça fait partie de ces technologies ambiguës qui peuvent servir aussi bien à des fins civiles que militaires, et c'est peut-être le prétexte qu'utilisent ici les Ukrainiens pour aller frapper ce type de dépôt, dépôt et de stockage de marchandises. Pour tirer jusqu'au bout le fil de cette actualité ukrainienne, je voulais vous dire également que Monsieur Zelensky le président Zelensky continue le grand nettoyage. Il a limogé notamment son ambassadrice aux États-Unis, Madame Stéphanie Chiva. Et par un décret qui a été publié, d'ailleurs c'est tout ce qu'il y a de plus officiel. Alors il y a 2 versions, il y a la version de l'ambassadrice qui dit je suis parti parce que j'avais envie de partir, et puis il y a l'autre version qui est celle du régime, Jean-Dominique Marchais, qui est nous poursuivons notre politique anticorruption. Qu'est-ce qu'on lui reprochait à cette dame ? Est-ce qu'on le sait ? Est-ce qu'on le saura un jour d'ailleurs ? Oui, enfin, on voit quand même qu'il y a un problème politique en Ukraine aujourd'hui. Voilà. Zelensky est le héros de tous les temps. Il l'est vraiment. Oui, il l'est toujours. Alors non, quand je dis, c'était de manière un peu ironique, parce qu'on voit quand même qu'une partie des Ukrainiens et pas des pro-russes, clairement, des Ukrainiens. Il y a un débat politique assez vif aujourd'hui en Ukraine sur la manière dont le pays est gouverné. Alors, c'est vrai qu'il y a de la corruption, mais on sait bien qu'on peut se servir de la corruption pour régler ses comptes. C'est quand même un grand classique. On a vu des manifestations, on voit des protestations, on voit des limogeages, on sent bien que le climat n'est pas au mieux. Alors, l'image internationale de Zelensky reste quasiment intouchable. C'est moins vrai, je pense, dans son pays. Il y a une forme de solidarité parce que c'est la guerre et que voilà. Mais on sent quand même depuis quelques mois, depuis l'année dernière, lorsqu'il avait voulu réformer justement les institutions en charge de la lutte contre la corruption, on sent qu'il y a une contestation latente, un mécontentement latent, et d'une certaine manière, c'est assez légitime dans un pays qui souffre. Yari, je me posais cette question. Comment vit l'Ukrainien aujourd'hui ? Je parle de l'Ukrainien comme vous et moi. Le citoyen, est-ce qu'il y a toujours des entreprises ? Il y a toujours un marché ?
des importations, des exportations, même si on sait que le port d'Odessa, par exemple, principale porte de sortie du pays, est aujourd'hui sous la menace des Russes. Mais comment la richesse se produit ? Enfin, c'est une question peut-être un peu naïve, mais comment la richesse se produit dans un pays en guerre qui est l'objet de bombardements quotidiens ? Alors, il y a toujours une forme de résilience dans les pays en guerre. Il faut savoir que la vie finit toujours par l'emporter. Puis, moi-même, pour avoir grandi, vécu dans un pays en guerre, je peux vous dire que au jour le jour, on finit par ne plus s'en rendre compte parce que finalement, elle fait tellement partie du quotidien qu'il faut finir par s'habituer. Les gens continuent à aller au travail, ils continuent à faire en sorte de gagner leur pain quotidien et à faire ce qu'il faut faire. Évidemment, le sens du danger est différent, mais on n'a plus peur comme on peut le voir extérieurement. Par exemple, je pense qu'un Européen qui va voir ce qui va se passer en Ukraine va prendre beaucoup plus peur que l'Ukrainien qui va lui-même vivre la guerre, parce que ça fait partie de son quotidien et c'est horrible à dire, mais on s'habitue à tout. Après, économiquement, il y a un soutien quand même assez important de la part de l'Europe. Il y a aussi le programme Perle, mais ça qui est beaucoup plus lié à tout ce qui est défense. Mais en tout cas, si on demande aux Ukrainiens, ils ne se sentent pas seuls, ils se sentent pas mis à l'écart. Et il y a quand même une certaine confiance en ce pouvoir aujourd'hui qui a réussi à tenir, comme on l'a dit en début d'émission, malgré et contre tout, contre la grande Russie. Après, pour revenir un peu au sujet initial, il y a quand même aujourd'hui une crise au sommet de l'État en Ukraine. Il y a un remaniement gouvernemental, il y a un remaniement au niveau du Conseil de sécurité. Donc il y a quand même une crise et puis c'est assez délicat qu'il y ait ce changement d'ambassadeur au moment où Zelensky est en pleine discussion avec les Américains pour obtenir ses licences patriotes avant l'hiver, pour discuter de l'aide américaine. Donc quand même ça arrive à un moment assez charnière et ça en dit beaucoup sur l'instabilité qu'il y a au sommet en Ukraine. On passe à l'Iran dans une petite seconde, mais je vous précise que Zaloujny, le général Zaloujny, qui est une figure militaire dans le pays, déclare à l'instant nous n'adhérerons jamais à l'OTAN. Bon, c'est une hypothèque. On sait que ça. Alors c'est son point de vue. J'en sais rien. Je sais pas si c'est vrai ou faux. Je pense que il fait preuve une nouvelle fois d'un grand réalisme. Bon, très bien. Voilà, je le pense aussi. Les choses telles qu'elles sont dans le monde réel. C'est ce qu'on attend des responsables politiques, très bien. Militaires. Voilà. Nous évoquons l'Iran. Pourquoi l'Iran ? Bien parce que nous sommes toujours un peu dans le flou. Alors vous allez me dire, c'est pas d'aujourd'hui qu'on est dans le flou à propos de l'Iran, mais ça a évidemment des conséquences et notamment des conséquences économiques, politiques, diplomatiques pour nous. Il y aurait bien des négociations en cours en ce moment, mais parce qu'il y a toujours un mais, quand on parle de cette région, un cargo de transport de marchandises aurait à nouveau été touché la nuit dernière par un projectile inconnu. C'est une information du site anglais que j'évoquais il y a quelques jours, UKMTO. Pour commencer, écoutons, parce que c'est un peu le chef d'orchestre de ce qui se passe, du théâtre d'ombre dans cette région. Écoutons ce que dit le président américain, avec toute la réserve qu'il faut avoir. Quand on écoute le président américain qui dit, là, en substance, j'ai voulu leur donner une dernière chance. Alors, on pourrait passer 10 heures d'antenne à discuter le concept de dernière chance par le président américain. Néanmoins, c'est sa voix qui porte. Je veux donner au régime toutes les chances possibles avant sa décapitation. Je suis très fier de donner une chance à ces gens. C'est un gros coup de faire une attaque aussi massive sur un pays. Je préfère ne pas le faire. Bon, j'aimerais même ne pas tuer les femmes, les petits-enfants, etc. On l'a déjà entendu 100 fois. Il y a cette voix-là, et puis il y a à l'inverse la voix des gardiens de la Révolution. Pas tout à fait la même tonalité, qui dit attention, les Américains sont pas sérieux, on n'est pas très loin de la troisième guerre. Vous m'entendez bien ? On n'est pas très loin de la troisième guerre mondiale. Les gardiens de la Révolution. Ils sont en train d'étendre la guerre. C'est précisément ce danger, ces gesticulations de Trump. Au lieu de résoudre le problème et de mettre fin à la guerre, risque de l'aggraver. Ces gesticulations pourraient même allumer l'étincelle de la Troisième Guerre mondiale. Car le continent asiatique a beaucoup plus de potentiel d'explosion que l'Europe, où s'est déroulée la Seconde Guerre mondiale. Bien, je vais vous demander de le commenter, mais j'ajoute cette information. Margot Perry, qui est notre envoyée sur place au Qatar, nous dit que la diplomatie saoudienne cherche à jouer un rôle, à rapprocher les points de vue.
On en saura probablement plus dans les jours ou les minutes qui viennent. Les Qataris aussi. Enfin, tout le monde est autour de la table aujourd'hui pour essayer de rapprocher les points de vue. Mais alors, Troisième Guerre mondiale, Jean-Dominique Merchet. Bon, non, vous savez, c'est du même registre que Trump. Voilà, vous savez, Pascal, vous vous souvenez comme moi de ce film qui s'appelait Un jour sans fin. Oui. Le gars se réveillait le matin et il revivait les 24 heures qui suivaient tous les jours. Alors, il y avait un peu de différence, c'était pas toujours la même journée. Voilà. J'étais sur ce plateau vendredi et je dis c'était déjà ça. Moi aussi, j'ai l'impression de revivre le film Un jour sans fin et nous revivons en fait cette incroyable répétition en permanence, depuis des mois et des mois. Le même scénario se joue toutes les semaines, tous les jours même, où l'on se menace, mais on continue à discuter, on se tire un peu dessus. Alors, ils discutent. Ils discutent à travers des intermédiaires. Oui, c'est comme le dit. En tout cas, oui. Margot Perry, c'est sans doute le Qatar, c'est sans doute le Pakistan, c'est enfin tout le monde. Les Jomanettes, tout le monde est branché. Bref, on voit bien que rien ne bouge. Rien ne bouge. On menace. Vendredi soir, la question était de savoir si Trump allait déclencher une nouvelle offensive massive sur l'Iran. Quelques heures plus tard, il disait bon non, finalement non. Et puis ensuite, il revient en disant ouais, on va peut-être leur donner une leçon, etc., etc. On est dans une situation de blocage et rien ne bouge. C'est un peu comme en Ukraine d'ailleurs. Alors en Ukraine, ça tape beaucoup plus fort. Mais on est dans une situation de blocage. On ne voit pas, pour l'instant, aucun élément qui permet de sortir ce blocage. Ce qu'on peut dire, c'est que manifestement, Donald Trump n'a pas envie de repartir à la guerre massive. Chaque fois, il le menace, mais il le fait pas, au risque quand même de décrédibiliser assez fortement la parole des États-Unis. Et en face, les Iraniens hurlent d'autant plus fort qu'ils ne font pas grand-chose non plus. De temps en temps, ils balancent un missile balistique en prévenant, en disant oui, bon... Deux fois par semaine, un peu de choses. Voilà, mais on est dans quelque chose de basse intensité. Très bien. Je vais vous demander aussi votre avis, mais je voudrais qu'on voit ensemble un document, après que je vous ai dit que 2 Américains sur 3 jugent que cette guerre n'en valait pas la peine. Et avec de bons arguments malgré tout. 18 morts. Alors vous allez me dire, c'est peu de choses par rapport à l'Iran. Mais enfin, 18 morts dans une démocratie comme les États-Unis, où on pense à la guerre propre, une guerre sans morts, c'est beaucoup. 37 milliards d'euros de coûts pour les États-Unis, des prix du pétrole, donc des carburants qui sont au plus haut pour l'automobiliste américain qui est aussi un électeur, plus $1 sur le gallon. Le gallon, c'est presque 4 litres. Donc vous imaginez, vous êtes aux États-Unis, vous avez des Ford F-150 là qui consomment 17 litres au 100. Bon, à chaque fois qu'il y a une augmentation du prix du gallon, évidemment, ça fait particulièrement mal. Et donc, les Américains la Maison-Blanche est obligée de cultiver un peu son jardin. Regardez, par exemple, ce film d'1 minute. Soyez très attentifs. Regardez ce film d'1 minute qui s'adresse à la base du président américain et qui s'efforce de remonter un moral qui n'est pas nécessairement très haut. We come to this place for MAGA to fight, and win. Because we need that, all of us. The indescribable feeling we get when we hear the national anthem. And stand together, stronger than ever before. Under this administration, we're going somewhere we've never been. We aren't just watching history, we're making it. Rebuilding our country better than ever. A country where we don't do heartbreak, we do victory. An America that is safer, more secure, more prosperous. And any setbacks that stand in our way simply makes the comeback that much sweeter. Welcome to the Golden Age. Bien, Yararis, qu'est-ce que ça vous inspire? Ça vous a convaincu? Vous vous sentez un peu MAGA? Je peux comprendre le désarroi des Américains qui ne comprennent pas déjà pourquoi son pays s'est lancé dans une guerre où ils n'ont aucun intérêt direct et que des désavantages. Là, on a même oublié de mentionner l'inflation alimentaire qui va arriver parce qu'il y a aussi beaucoup d'engrais qui transitent par Hormuz et effectivement, la saison des semis, on l'a déjà dépassée, elle est inéluctable, on peut pas la changer. Donc, les impacts économiques qui vont se faire ressentir à moyen
et long terme également. Donc effectivement, là, Washington va utiliser tous les moyens qu'il a sous la main pour calmer un peu la population. Mais ça peut marcher, ça, parce que, ça ne peut convaincre que ceux qui sont déjà convaincus, non ? Oui, et puis ça va marcher pour quelque temps. Les gens ont la mémoire courte, et puis après, à partir du moment où l'impact économique se fera ressentir, ce petit film et tous les discours n'auront aucune incidence. Maxime Perez ? Oui, je suis pas encore sûr que les Américains prennent la mesure évidemment de l'échec ou pas de cette guerre, en tout cas de ce qu'elle en coûte pour les États-Unis, même si effectivement il y a des pertes militaires, même si le prix du gallon a flambé. Il y a pas que ça, Maxime. Il y a aussi le fait d'abord que le président américain. Regardez cette image. C'est une toute petite réunion. C'est un message qui a été publié sur X par Marjorie Taylor Greene, qui a été parlementaire, qui dit voilà, on s'est réunis à quelques-uns. Nous sommes MAGA, on est des MAGA historiques, canal historique si vous voulez, et on a voté pour Trump pour un certain nombre de raisons. Écoutez d'ailleurs lesquelles. Nous avons dit plus de guerre étrangère et nous le pensions. Et nous avons soutenu Donald Trump parce qu'il avait fait cette promesse. Mais il nous a trahis. Notre engagement, c'est l'Amérique d'abord pour tous les Américains, de droite, de gauche et du centre. Le mouvement a commencé. Bon, je ne sais pas de quel mouvement elle parle. Elle a été élue en Géorgie. Bon. Non, ma question c'était le public, y compris le public naturel de Trump, doit commencer à être agacé, non ? L'une des approches qui est incarnée notamment par J.D. Vance, le vice-président américain, qui reste sur sa ligne MAGA de départ, qui est celle de dire qu'il ne faut plus porter la guerre à l'extérieur, que tout ça ne rapporte plus grand-chose aux États-Unis, y compris d'ailleurs cette alliance avec Israël qu'il a assez longuement critiquée ces dernières semaines, qui finalement est très coûteuse aussi en termes d'image pour les États-Unis. En tout cas, c'est sa vision. Et on sent bien que, au-delà d'ailleurs des élections de mi-mandat qui approchent, il y a un espèce de repositionnement de certaines figures politiques américaines incarnées par ces personnes qu'on a pu voir dans ce clip, ou par J.D. Vance, qui préparent la suite, qui préparent l'après-Trump, et qui sont là pour dire finalement que le président américain, tout en étant fidèle... C'est loin, l'après-Trump, pardon. C'est 2 ans et quelques mois, quoi. Hein. Oui, bien sûr, mais ça se prépare maintenant. Les élections de mi-mandat sont un tremplin pour la présidentielle, notamment pour ceux qui recomposeront en partie le Congrès américain, la Chambre des représentants. Donc, il y a un enjeu. C'est aussi peut-être une forme c'est un laboratoire d'idées où on va remettre en selle justement ce qui a constitué les principes fondateurs de l'idéologie MAGA, si on peut l'appeler ainsi. Bon, est-ce que vous croyez, Jean-Dominique, à la thèse de la dernière chance, last chance before bombing? Non, on nous refera le coup de la semaine prochaine, dans quelques jours. Non, sur ce dont on parlait, moi je crois qu'on verra le résultat. C'est dans 3 mois maintenant les élections à mi-mandat, les midterms c'est en 3 mois. On verra. Si c'est une catastrophe pour Trump, on verra que sa base ne le soutient plus et que les démocrates en profitent, malgré leur profonde division. Et puis, s'il s'en sort bien, on verra que ça tient. Donc, en fait... là, il y a des sondages, il y a des humeurs. On voit cette militante ou sénatrice, je ne sais plus, MAGA. On sent bien que, de toute façon, le triomphe de Trump, il repose à l'origine, repose sur la coalition de forces politiques qui ne sont pas forcément d'accord sur tout. On le sent bien entre J.D. Vance et Marco Rubio. Il y a des sensibilités différentes. Bon, mais clairement, et Maxime avait raison de le souligner. Il y a dans le peuple américain et chez les dirigeants américains la volonté de ne plus s'engager dans des guerres éternelles dont on ne voit pas l'issue, dont on ne comprend pas le sens. On comprend mal, d'une certaine manière, ce que Trump est allé faire dans cette galère. Bon, avec, alors, vous savez, des conséquences en série. Tout à l'heure, j'évoquais cette information de Margot Perry. L'Arabie Saoudite, le Qatar cherchent à jouer les bons offices pour rapprocher les points de vue. Je pense que tout le monde dans la région, les dirigeants en particulier, en ont ras-le-bol de cette guerre parce qu'elle
continue de peser quand même très très lourdement. Vous évoquiez, Yara, les sous-produits du gaz. C'est une partie importante des ressources du Koweït, notamment, parce que c'est un produit... Du Qatar, surtout. Du Qatar, qui est le premier producteur, un des premiers producteurs de gaz du monde. Ce sont des sous-produits du gaz. Donc c'est des économies qui souffrent aujourd'hui. Et j'apprends à l'instant que des outils du Yémen donc auraient visé un aéroport saoudien. Alors, j'essaye de reconstituer la mosaïque. Il faut toujours se demander pourquoi, quand on parle du Proche-Orient, on y rentre avec des idées simples, on en sort avec beaucoup de complexité. Si vous voulez le Allez-y, dites-moi. Alors, en fait, les proxys, c'est quoi? Ce sont des groupes de milices armées qui sont soutenus par l'Iran, qui n'ont pas forcément la même idéologie, mais qui ont des intérêts communs, qui sont alignés sur certaines questions. Alors, ils ont leur propre agenda, mais souvent... Tout à fait. Très souvent, ils sont très proches. Enfin, c'est même un bras armé. Voilà, ils bénéficient de l'appui logistique, armé et financier de l'Iran. Donc, si on veut faire une image, c'est la puissance de projection à l'Iran. C'est ce que sont les porte-avions aux grandes puissances. Par exemple. C'est le détroit de Bab el-Mandeb. Donc, quand on regarde une carte de la péninsule arabique, ils sont quand même ils sont pas très loin de l'Arabie Saoudite puisque c'est juste au-dessus. Donc, ils sont en situation de frapper un aéroport comme n'importe quelle installation. Tout à fait. Et puis ils ont la main sur Bab el-Mandeb, donc qui est la sortie de la mer Rouge et qui est très très importante. Canal de Suez. Voilà, pour les routes alternatives du pétrole de l'Arabie Saoudite qui a augmenté ses productions et qui réussit à envoyer sa production à l'étranger en passant par Bab el-Mandeb. Donc à partir du moment où les Houthis vont empêcher ces sorties de pétrole, ça aura un impact encore plus important. Mais au niveau donc des proxys iraniens, donc il y a les Houthis qui eux ont leur propre agenda, qui sont à Sanaa et qui quand même ont l'appui iranien. Il y a le Hezbollah au Liban qui aussi a plus ou moins son propre agenda mais qui est le plus proche idéologiquement et qui répond le plus directement aux ordres du Hezbollah. Il y a le Hamas en Palestine aux qui ordres lui est de l'Iran. sunnite. Oui, bien sûr. Oui. Vous voulez dire le Hezbollah répond aux ordres de l'Iran. Oui, pardon. Voilà, de l'Iran, exactement. Il y a le Hamas en Palestine. Il y a le Hezbollah irakien et environ 10 milices irakiennes en Irak qui, elles aussi, dépendent ou en tout cas ont besoin de l'appui iranien. Et l'Iran a besoin de cette puissance de projection, justement, pour pouvoir faire un effet levier sur la région et sur le monde, comme c'est aujourd'hui le cas avec les Houthis. C'est un peu leur carte maîtresse, parce qu'en bloquant à la fois Hormuz et Bab el-Mandeb, là, ça met vraiment l'économie mondiale dans un état de presque comateux, si je puis dire. Alors, je cherche en même temps, pour être tout à fait précis, parce que je le donne chaque jour, le cours du Brent, on est à $85, c'est-à-dire qu'il est à 83. Comment ? Hier, on était même à 83. Alors, on est descendu à 83, mais il est stable entre 83 et 85. Ce qui veut dire, et puis on va évoquer d'autres sujets d'actualité, mais ce qui veut dire pour ceux qui nous regardent et qui se demandent comment ils vont, comment ils seront accueillis et dans quelles conditions ils vont devoir payer leur essence, je veux leur dire aujourd'hui que normalement les prix de l'essence devraient baisser. C'est-à-dire que l'élasticité à la baisse devrait être aussi rapide qu'elle l'a été à la hausse, même s'il y a, vous savez, des phénomènes de rotation du stock que j'ai déjà expliqué autour de cette table. Le pétrole est stable en dépit de tout ce qu'on raconte, en dépit du tir des Houthis du Yémen sur l'Arabie Saoudite, là on le voit très clairement sur la carte, en dépit des déclarations des uns et des autres, des bombardements et aussi des attaques contre des navires dans le détroit d'Ormuz. Donc sur cette carte-là, il n'y a pas un endroit qui soit extrêmement calme en réalité, en dépit de tous ces éléments. Pardon ? Mais le prix du carburant va baisser. Mais en dépit de tous ces éléments, la communauté qui investit dans le pétrole, enfin en tout cas la détermination du prix du pétrole, se fait dans des conditions à peu près normales et il n'y a pas de lien, il n'y a pas de corrélation entre ce qui se passe sur le terrain et le prix du pétrole. Donc, si vous faites le plein prochainement, vous devriez le faire un tout petit peu moins cher. Merci beaucoup. Merci. Jean-Dominique va rester avec nous, Maxime aussi, Yara Risk aussi, puis on va être rejoint dans un petit instant par le journaliste politique de TF1 LCI, Thibaut Petit, pour évoquer le dossier de Ceuta. L'Espagne est-elle une passoire ? Alors, il y a un certain nombre de points presse qu'on attend, je ne vous cache rien, en réalité. Les Européens se retrouvent en ce moment même en visioconférence, échangent des points de vue. Vous savez qu'il y a d'ailleurs des points de vue, on va le voir dans un instant avec Nevin Potros, des points de vue extrêmement opposés
sur le terrain de l'immigration, sur les modèles à mettre en œuvre, sur les mesures correctrices à apporter. On n'accueille pas cette actualité de Ceuta de la même façon selon qu'on est en Espagne, en Italie ou dans certains pays européens. Tiens, Paris, par exemple. Et puis, on suivra en direct la réaction de Laurent Nunez, qui lui évoquait ce matin une bonne coopération avec l'Espagne. Mais pour commencer, donc, tout le monde a bien en mémoire ce qui s'est passé. Des dizaines de milliers, on parle de 70 à 80 000 personnes, surtout des jeunes, qui auraient franchi la frontière au cours des derniers jours entre le Maroc et l'Espagne. Réaction de l'Espagne, une grande partie serait repartie vers le Maroc cette fois-ci. Alors, on n'est pas en situation de vérifier quel est le volume de personnes qui est reparti. Mais Nivine Potros, pour commencer, réunion des 27 et des positions qui sont différentes, j'allais dire même radicalement différentes selon les capitales. Exactement, avec d'abord les partisans d'une ligne dure, avec à leur tête Giorgia Meloni, la présidente du Conseil italien, qui réclame tout bonnement la suspension des accords de Schengen avec l'Espagne. Autrement dit et très simplement, en fait, la fin de la liberté de circulation entre l'Espagne et le reste du territoire européen. À titre individuel, l'Italie a d'ores et déjà décidé de suspendre cet accord pour une durée d'1 mois. Rome a donc rétabli les contrôles aux frontières, qu'elles soient maritimes ou aériennes, entre l'Italie donc et l'Espagne, mais d'autres pays pourraient faire de même, à commencer par le Danemark ou la Finlande, qui envisagent eux aussi de suivre cette ligne très dure. Selon la ministre finlandaise de l'Intérieur, l'Espagne a totalement échoué à protéger la frontière extérieure de l'espace Schengen contre les infiltrations. Et elle ajoute que cette situation ne peut pas durer. Tous les pays européens doivent soutenir la proposition de Giorgia Meloni. L'Allemagne, la Hongrie, la Suède, la République tchèque, la Pologne, vous les voyez sur cet écran, semblent également partager ce point de vue. Tous ces pays ont signé une lettre adressée à la Commission et au Conseil européen, lettre dans laquelle ils se disent préoccupés par les franchissements massifs et incontrôlés, estimant que les événements de ces derniers jours donnent l'impression qu'il est totalement possible de traverser les frontières et d'arriver en Europe. Et aussi, ils réclament, pourquoi pas, une suspension de cet accord de Schengen. Et à l'inverse, Nivine, donc un certain nombre de pays soutiennent la position espagnole. On va revoir ce graphique, vous allez les voir apparaître. Il y a d'abord la France et le Portugal. Pour ces deux pays, il n'est pas question d'exclure l'Espagne de l'espace Schengen. Laurent Nunez l'a d'ailleurs rappelé très fermement ces derniers jours, même son cloche du côté de Lisbonne. Et puis comme Paris et Lisbonne, l'Irlande et la Slovénie, ils sont plutôt sur la même ligne. En tout cas, ils ont refusé de signer la fameuse lettre adressée à Bruxelles et à Strasbourg. Mais ce qu'il faut bien comprendre, et c'est très important, c'est que derrière ces positions, en fait, se cachent des enjeux nationaux, notamment électoraux, parce que dans quelques mois, bien évidemment, il y aura des élections en Italie, il y en aura également en Allemagne, d'où finalement ces prises de position extrêmement affirmées pour conquérir non pas un électorat espagnol, mais bel et bien européen, mais bel et bien un électorat personnel, avec donc des positions qui sont parfois très surprenantes et très incohérentes. C'est vrai, Nivine, que ça fait voter. Ça fait voter, les questions migratoires. On les traite rarement de façon tout à fait rationnelle, c'est-à-dire qu'on évite de les corréler à la démographie. Je voudrais apporter cette information additionnelle. Le Maroc, au cours des derniers jours, a attiré l'attention de l'Espagne sur une décision. Vous allez voir que c'est une information complète avec un démenti. Le Maroc, donc, aurait attiré l'attention de l'Espagne sur une décision de la Cour suprême espagnole, indiqué donc avoir informé les autorités espagnoles. Cette décision, c'est que le renvoi immédiat d'un migrant ne peut pas s'appliquer à des personnes qui seraient arrivées par la mer. À l'instant, me dit-on, l'Espagne dément
avoir été informé par le Maroc. Alors il y a un petit jeu de dupes, je ne sais pas qui dit la vérité, mais de sources marocaines, donc dès le 22-23 juillet, c'est daté, c'est assez précis, le Maroc aurait alerté l'Espagne. L'Espagne dit non, on n'a absolument pas été informé. Bon, ça ne sent pas très très bon tout ça. Non. Je ne sais pas qui est à l'origine de cette arrivée massive. Non. Vous avez-vous des informations? Alors une chose est sûre, alors je ne sais pas si le Maroc a averti l'Espagne ou n'a pas averti l'Espagne, ça c'est des histoires entre eux. Ce qu'on sait en revanche avec certitude, c'est qu'il y a bien eu une décision du tribunal suprême espagnol qui a été allant dans ce sens, qui a servi de déclencheur à ce phénomène, puisque on sait que c'est sur les réseaux sociaux au Maroc, relayé par on ne sait trop qui, et là, on est dans le complotisme le plus total. Les uns accusent le Maroc, les autres les Israéliens, les Américains, les Algériens, les islamistes. Bref, on en sait. En fait, on n'en sait rien. Passe, oui. En tout cas, ce qu'on sait avec certitude, c'est que cette information, le tribunal suprême espagnol a bien dit que les gens arrivant par la mer ne pourraient pas être envoyés. De manière systématique et régulière, que c'est la diffusion de ce message qui a provoqué ce phénomène. Ce qu'on sait aussi, c'est que l'Espagne a entrepris, il y a quelques mois, une campagne de régularisation massive de ces immigrés illégaux sur son territoire. Ils attendaient 500 000 demandes. On est quasiment aujourd'hui à 1,2 million. Ça, ce sont des faits. Et ce sont des faits dont les Espagnols sont responsables. D'où la colère de nombreux pays européens qui disent, écoutez les gars, vous avez eu de politique qui contrevient aux intérêts collectifs des Européens. Alors on a ces images-là qui sont des images en direct de Ceuta. Le problème est loin d'être réglé. Vous avez ces jeunes gens, alors ils sont quelques dizaines, quelques centaines, sur une plage de Ceuta. L'information qui dit... Ce ne sont plus des Marocains, comme vous l'observez. Ce sont des immigrés d'Afrique noire au Maroc. C'est ça. Parce que les Marocains sont repartis. Ceux Absolument. Qui restent, ce sont les immigrés subsahariens, comme on dit en langage moderne, qui sont très nombreux au Maroc et qui tentent, par le Maroc, de passer en Europe. Alors, on attend une communication de Laurent Nunez, le ministre français de l'Intérieur, qui participe à ce tour d'horizon européen. On évoquera avec vous, Thibault Petit, dans un petit instant, la position française, comment on se situe à Paris. Mais je voudrais que nous interrogions Fabrice Légéry du Rassemblement National, qui est avec nous, qui est l'ancien dirigeant de Frontex. Que vous inspirent les images que nous voyons là en ce moment même, Monsieur Légéry? Nous sommes sur une plage, nous sommes à Ceuta, donc c'est une commune autonome espagnole qui est située sur le territoire marocain, revendiquée d'ailleurs par le Maroc depuis 1956, au même titre que Melilla. On voit cette population manifestement. Alors il y a peut-être quelques Marocains, Jean-Dominique. La plupart sont repartis. La plupart sont, mais il faut pas exclure qu'il y en ait. Des mineurs notamment. Des mineurs. Qu'est-ce que ça vous inspire, Monsieur Légéry? Oui, bonjour. Eh bien, écoutez, c'est un chaos migratoire qui a été très largement la conséquence d'une politique laxiste du gouvernement socialiste espagnol. Il y a eu le facteur déclenchant, comme l'ont dit les journalistes précédents, de cette décision de la Cour suprême espagnole qui, de mon point de vue, est assez irresponsable puisque elle déclare qu'on ne pourra plus renvoyer directement en application des accords entre l'Espagne et le Maroc les personnes qui arrivent illégalement à Ceuta par la nage. Donc, c'est une incitation malheureusement à prendre des risques pour leur vie et à nager. Donc c'est un chaos migratoire qui n'est pas le fruit du hasard. Maintenant, la situation présente, effectivement... Monsieur Légéry, non ? Je vous pose cette question. Quelqu'un qui est arrivé épuisé sur une plage, vous le remettez pas dehors tout de suite. Enfin, c'est une position, j'allais dire, humaniste. Oui, mais les accords disent que c'est dans la journée et que naturellement on fait des soins, on prodigue des soins lorsqu'il y a un traitement médical, humanitaire. Tout ça, c'est absolument évident. Mais la difficulté maintenant, c'est que sur cette plage et dans la ville de Ceuta, vont rester des étrangers qui ne sont pas marocains. Et les accords entre l'Espagne et le Maroc ne couvrent pas les étrangers
qui probablement viennent de nationalités subsahariennes. Et donc, ça veut dire que l'Espagne va se retrouver avec des milliers, peut-être des dizaines de milliers d'étrangers non marocains qu'elle ne pourra pas renvoyer vers le Maroc. Et probablement, un grand nombre déclareront être étrangers mineurs isolés. Et j'ai déjà entendu les autorités espagnoles au niveau de Madrid dire qu'elles voulaient répartir dans le reste de l'Espagne ces étrangers mineurs isolés, ce qui veut dire que en quelques heures, s'ils se retrouvent en Espagne continentale, ils pourront être en France en quelques heures. On va essayer de préciser le scénario. D'abord, il y a une règle qui dit, en substance, que l'Espagne continentale, si je puis dire, n'a pas à accepter de migrants étrangers en situation irrégulière à Ceuta, sauf quand il s'agit de mineurs. La pratique qui est organisée d'ailleurs par les trafiquants, c'est de faire voyager ces jeunes gens sans document d'identité. Donc vous êtes incapable de démontrer qu'ils sont marocains, algériens ou que sais-je, et vous êtes incapable de démontrer leur âge non plus. Donc, ils proclament être mineurs. Donc, le risque, monsieur Legeri, c'est qu'on se retrouve avec une partie de ces jeunes gens sur le territoire espagnol. Alors, même si Ceuta, c'est espagnol, mais sur le continent, si je puis dire. Oui. Et qu'ensuite, donc, il y ait, par effet rebond, une partie de ces jeunes gens qu'on retrouve en France, en Italie et ailleurs. En Italie ou ailleurs, vers le nord de l'Europe. Et donc, c'est la raison pour laquelle se cristallisent aujourd'hui des tensions au niveau européen. Et je dirais que l'Espagne et d'une certaine manière des gouvernements plus laxistes d'un point de vue migratoire comme la France se retrouvent plutôt isolés et ne sont pas dans le concert majoritaire des gouvernements des États de l'Union européenne qui demandent la fermeté. Bon. Pour ma part, comme député européen, évidemment, je suis favorable à la fermeté et à l'application du droit. Et donc, nous allons nous réunir cette semaine au Parlement européen également sur ce thème. Si vous pouvez rester quelques minutes avec nous, je me tourne. Alors d'abord, on attend une réaction de Laurent Nunez, conférence de presse ou un point presse, micro tendu, je sais pas quelle est la formule retenue, autour de 13h. Cependant, Thibault Petit, j'aimerais que vous nous disiez quelle est précisément la position de la France. Est-ce qu'on peut considérer la France comme un pays laxiste ? C'est un peu la remarque que fait monsieur Legeri. C'est pas à moi de dire que si la France est laxiste ou pas. En tout cas, on peut dire que la position de la France, elle est plutôt modérée. Il y a eu évidemment une réponse de la part du président de la République et du ministre de l'Intérieur, une volonté de renfort aux frontières, mais aux frontières franco-espagnoles, avec des renforts notamment d'avions, de drones pour vérifier les arrivées de personnes qui pourraient être dans le cas d'une migration clandestine. On n'est pas non plus sur le cas d'Italie qui a carrément fermé ses frontières, même temporairement. Et donc, on est plutôt sur une position qui est modérée. Mais on le rappelle aussi, Ceuta n'est pas dans l'espace Schengen. Il y a encore, vous avez encore 14 kilomètres de détroit pour arriver jusqu'à la péninsule ibérique. Et donc, on va dire que pour l'instant, cette réaction de prudence de la part de la France est plutôt dans une réponse, on va dire, équilibrée par rapport au risque, entre guillemets, qui est encouru par la France à l'instant T. Alors on ne sait pas évidemment combien de personnes ont réussi à passer de Ceuta jusqu'à la péninsule ibérique, à intégrer l'espace Schengen. Peut-être ça, on n'a pas les chiffres. Ceux qui, alors c'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais il y aura sans doute des mineurs, enfin, en tout cas des présumés mineurs, puisque là la règle que vous évoquez, elle vaut pour les majeurs. Les enfants, ceux qui ont moins de 18 ans, peuvent tout à fait rejoindre le territoire espagnol et ensuite, on sait qu'une fois qu'on est sur le territoire européen, on est à l'intérieur des frontières de Schengen, si tant est qu'il y ait des frontières d'ailleurs aujourd'hui, la démonstration inverse en a été apportée, on peut librement circuler. Donc vous dites position équilibrée de la France, modérée, équilibrée. Plutôt modérée. Après, c'est pas à moi de la juger. Non, évidemment. Il s'agit pas d'un jugement. Chaque responsable politique, évidemment. En ce moment, Nivine l'a bien dit tout à l'heure, on est aussi dans un contexte de campagne présidentielle qui aussi nourrit des propositions qui parfois vont, j'allais dire, rentrer dans une sorte de course à l'échalote de qui aura la mesure la plus forte, la plus restrictive, la plus dure pour justement protéger la France. On voit bien que ces images, elles ont pu inquiéter notamment en France. On oublie qu'elles se passent quand même relativement loin et
Et forcément, du coup, ça amène à des réflexions qui parfois ne sont pas de l'ordre du rationnel. Non, ça vous avez parfaitement raison, c'est le mot. Je vais d'ailleurs poser cette question à monsieur Légéry, Fabrice Légéry, donc ancien patron de Frontex. La question de l'immigration, elle doit être regardée avec des données de caractère démographique. Sortons du cas de figure là qui nous occupe à Ceuta. De façon générale, l'Europe est un continent qui vieillit, la part des plus de 80 ans va doubler, le volume des actifs dans la société française, et pas seulement d'ailleurs en Europe, va se réduire, et donc vous avez d'un côté un continent avec une démographie extrêmement dynamique, de l'autre côté un continent qui vieillit. Est-ce qu'on ne sera pas obligé à un moment ou à un autre, monsieur Légéry, de se poser cette question des travailleurs étrangers pour remplacer les enfants que nous n'aurons pas faits? Alors, ce qui est choquant au cas d'espèce et de manière plus générale, c'est que ce ne soit pas les gouvernements qui décident si oui ou non ils veulent faire venir une immigration de main-d'œuvre. Au cas d'espèce, on a vu à Ceuta, mais on le voit tous les jours, il y a des entrées illégales, il y a parfois des actions violentes par la force, par le nombre de submersions. Ceuta a été submergée par 60 000 personnes, alors que c'est une ville de 80 000 habitants. Et donc ça, c'est totalement inacceptable parce que c'est un abandon de souveraineté. C'est également un abandon de la sécurité, de l'ordre public, en tout cas à Ceuta. Et donc, nous ne pouvons pas cautionner que ce soit les migrants, les trafiquants d'êtres humains et certaines ONG qui décident qui a le droit d'entrer ou non en Europe. Ensuite, si certains États considèrent qu'ils ont besoin de faire appel à de la main-d'œuvre étrangère légale, et bien dans ce cas-là, chaque État doit pouvoir faire, c'est la position du Rassemblement national. Nous considérons que ce n'est pas Bruxelles qui doit organiser une politique d'immigration légale, mais c'est chaque État, chaque gouvernement national qui doit décider quels sont ses besoins, s'il y en a, et quel type d'immigration utile pour le pays doit venir. Mais vous voyez, on est complètement dans un schéma différent lorsqu'on voit les événements de Ceuta. Bon, merci beaucoup Fabrice Légéry. Tour de plateau, qu'est-ce que ça vous inspire pour commencer? Bon, la question, au-delà de cette intrusion migratoire, je ne sais pas comment on peut la qualifier, c'est évidemment c'est une intrusion et elle est migratoire. Bien sûr, deux mots sont connaître évidemment les tenants et aboutissants, c'est-à-dire les responsabilités qui a orchestré au-delà de cette décision de tribunal administratif espagnol qui a organisé un acheminement aussi massif de personnes qui étaient forcément visibles du côté du territoire marocain, évidemment, qui n'a pas suscité de réaction des gardes-frontières du Maroc ou des forces de sécurité qui sont quand même conscients des risques qui existent à leurs frontières avec cette localité ou cette enclave qu'on appelle Ceuta. La deuxième question, c'est évidemment que prévoit la réglementation européenne. Évidemment, ceux qui s'inquiètent de ce phénomène brandissent le risque de voir ces personnes arriver sur le territoire français. Je rappelle qu'il y a quand même un cadrage qui existe aujourd'hui qui limite malgré tout la durée de séjour de ces personnes qui est limitée à... Théoriquement 90. Théoriquement. Vous savez comme moi que les OQTF sont jamais exécutés. Bon. Alors c'est bien ça c'est ça la finalité du problème, c'est par anticipation à ces blocages que l'on connaît, que évidemment un certain nombre d'acteurs politiques se positionnent et vont continuer à se positionner évidemment à l'approche de la campagne qui va évidemment s'accélérer en France. Les faits, Maxime, les faits, malgré tout, si on veut s'en tenir aux faits, dans le cadre d'une démarche journalistique, c'est qu'on est obligé de dire que l'essentiel des personnes en situation irrégulière, qui sont y compris d'ailleurs l'objet d'obligation de quitter le territoire français, ne quittent jamais le territoire français. Oui, le taux d'expulsion est extrêmement faible pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Parfois problématique de formalisme, absence de documents d'identité, donc sur l'origine et sur l'âge. Oui. Mais c'est là où on va rentrer dans un débat qu'on a très régulièrement. Non seulement vous l'évoquiez avec les OQTF, qui est la question en fait de la discussion et des échanges avec les pays, d'autres pays, des pays tiers, qui là en l'occurrence chacun va se renvoyer la balle entre l'Espagne et le Maroc, mais ces personnes qui sont donc entre guillemets et même totalement bloqués, j'allais dire à Ceuta, qui ne peuvent pas rentrer sur le territoire espagnol, qui ne peuvent pas retourner au Maroc. Finalement, la question de comment ça va se débloquer, qui va les accueillir, et ça, on n'a pas forcément la réponse parce que ça fait partie des échanges, des négociations. Et là, chacun peut y aller de sa proposition, mais on est sur là de la diplomatie internationale. Et évidemment, c'est difficile d'avoir des réponses qui soient magiques.
Il y a un risque. Oui, moi j'aimerais apporter quelques éléments contextuels et rappeler qu'en 2021, on a assisté à un épisode similaire parce que le Maroc avait fait pression sur l'Espagne justement pour avoir des concessions diplomatiques. Donc c'est pas la première fois et il faudra aussi régler cette question. Est-ce que c'est normal d'avoir ce type de levier pour avoir des concessions diplomatiques au prix aussi de vie humaine? Et puis il y a aussi la réponse que Pedro Sanchez a apportée par rapport à cet appel d'air. On lui a accusé d'avoir fait un appel d'air avec cette décision de normaliser ou en tout cas d'accueillir ceux qui arriveraient à la nage. Alors c'est pas exactement ça. Ici, on a une interprétation qui est un peu intéressée ou qui est maximaliste. Il a répondu qu'il faudrait aussi avoir une preuve de résidence qui date au moins du 1er janvier 2026 ou d'avoir résidé dans un pays européen, ici l'Espagne en l'occurrence, au moins pour 5 mois consécutifs. Donc c'est pas aussi simple que ça. Je rappellerai aussi qu'il y a ce qu'on appelle le pacte européen qui est rentré en vigueur début juin, qui est discuté depuis 2020, qui a été voté, enfin en tout cas qui a été approuvé en 2024 et qui va déjà rendre plus difficile tout ce qui est lié à la question migratoire et qui s'ajoute aussi au règlement de Dublin qui impute aux pays d'entrée des migrants la responsabilité. Ce qui fait que là, ça reste les Espagnols qui seront responsables. Ce sont les Espagnols qui seront responsables. Qui vont rentrer en Europe. Et donc là, le pacte européen, il rajoute des conditions de contrôle avant l'octroi du droit d'asile. C'est-à-dire qu'avant, on donnait l'asile et ensuite on contrôlait l'état de santé, etc. Aujourd'hui, on va contrôler avant de donner les droits d'asile. Et il faut prendre tout ça également en ligne de compte. Merci. Je voulais qu'on évoque un autre sujet. On n'oublie pas, on ne perd pas de vue évidemment ce qui s'est passé tout à la fois dans le Bordelais, dans le département du Var. Je voudrais vous en parler aujourd'hui, tout à la fois d'un point de vue humain, mais aussi d'un point de vue économique. D'abord, les faits. Un de nos envoyés spéciaux sur place, Charles Flagel, avec Marius Noël, est à Carquès dans le département du Var. On commence par prendre des nouvelles du terrain, puis on évoque les questions de relogement des riverains. C'est une question très sérieuse, hein, quand vous rentrez puis que la maison a brûlé, etc. Comment fait-on? Et puis deuxième élément, comment se comportent les professionnels du tourisme? Je trouve qu'ils sont extrêmement actifs, ils sont même proactifs. Hein. Ils donnent des coups de fil, ils relancent les clients qui avaient annulé, etc. en leur disant mais venez. Commençons par Charles Flagel et Marius Noël qui sont sur place à Carquès dans le département du Var. Oui, nous sommes en ce moment même avec les sapeurs-pompiers du Var. Ils sont une vingtaine prépositionnés ici avant d'intervenir sur le front pour traiter les lisières, éteindre les points chauds. Et en attendant, ils doivent se réapprovisionner en eau, comme ici. Ils se réapprovisionnent depuis cette rivière que vous voyez sur les images de Marius Noël. Ils doivent recharger leur camion, près de 6000 litres d'eau. Leur objectif aujourd'hui, empêcher toute reprise de feu. C'est pour ça que l'eau est très importante. C'est une journée qui s'annonce extrêmement compliquée du côté des 1500 sapeurs-pompiers mobilisés sur place à cause des conditions météorologiques. Le vent va souffler très fort dans la journée. On attend des rafales à 40 km/h, des températures qui s'annoncent également élevées. On va frôler les 35 degrés ici dans les Var. Et on le sait, ces conditions sont défavorables et peuvent entraîner des reprises de flammes à tout moment. La prudence reste de mise pour les 1500 sapeurs-pompiers mobilisés sur place dans le Var. Merci Charles, merci à Marius également. Guillaume Vosnica, on va rester évidemment très vigilant tout au long de l'été. Oui, effectivement, l'été a démarré. Il n'y aura pas de répit, hein, c'est ce qu'il faut se dire c'est là ça. Aujourd'hui. Dès la fin mai, on avait la première canicule, et puis ensuite il y a eu ces mois de juin et de juillet qui ont été extrêmement chauds et secs. Alors ça va un petit peu mieux depuis quelques heures. D'abord parce qu'il y a eu ces passages orageux dans le sud-ouest, la Gironde notamment, dans l'Aude également, où Carcassonne était touché par ces incendies il y a quelques jours. Donc ça apporte un peu d'humidité dans l'atmosphère. Donc là, ce sont des conditions qui sont défavorables lorsqu'un incendie se déclare. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Les températures défavorable pour l'incendie. Tout à fait, absolument. Pour ce qui est des températures, là aussi, bonne nouvelle, on a perdu entre 3 et 5 degrés par rapport à hier. On sait que le facteur de température compte également beaucoup. Ça, c'est pour aujourd'hui. On a quand même ce petit vent de sud-est, hein, Charles le disait, du côté du Haut-Var, à 40-50 km/h. Ce sont les mêmes conditions de ce côté-là
par rapport à hier, donc ça ne change pas le travail des pompiers. En revanche, à partir de demain, là, on va entrer dans une nouvelle période compliquée puisque c'est la mise en place d'un épisode de Mistral et de Tramontane, donc vent très sec, qui peut souffler fort. Là, ce sera un vent de secteur ouest à nord-ouest, donc contraire à celui d'aujourd'hui. Il va falloir donc changer la stratégie et surtout cette période de Mistral et de Tramontane, elle s'annonce durable. On ne voit pas pour l'instant la fin de cette période ventée et surtout elle va s'accompagner d'une nouvelle hausse des températures. Donc vous l'avez dit Pascal, hein, l'été est très compliqué, il est très long et il est loin d'être terminé. Alors merci Guillaume, nous sommes avec Patrick Marlière qui est comme vous expert météo, mais surtout expert auprès des assurances. J'évoquais tout à l'heure, Monsieur Marlière, les difficultés rencontrées par les riverains. On voit que tout le monde rentre à la maison. Bon, c'est bien, c'est des bonnes nouvelles. Vous avez des gens, on l'a montré à travers des reportages, vous avez des gens qui arrivent, il y a encore des fumerolles qui s'échappent de leur maison, enfin, ils arrivent sur des ruines. Comment fait-on pour les reloger? Où en sommes-nous du point de vue des assurances et des assurés au moment où nous échangeons? Au moment où on échange, là, effectivement, la grosse difficulté, c'est que les gens, on le voit à travers vos images, commencent à réintégrer pas leur maison, mais en tout cas... malheureusement, oui, ils découvrent les ruines. Ouais. Ben oui, et c'est justement le vrai problème, c'est l'après-incendie maintenant, je dirais. Pour reloger les gens, et j'ai l'impression de revivre moi ce que j'ai vécu en 2023-2024 avec les inondations historiques dans le Pas-de-Calais. Comment reloger les gens, et là effectivement on va les reloger, mais le problème c'est où, parce qu'on est dans une période estivale, donc c'est hyper compliqué, donc ça c'est pris en compte par les assurances, mais où les reloger? On va les reloger en sachant que pour certaines dont on voit là les images, les travaux vont durer plusieurs mois, pour pas dire peut-être un an ou voire davantage. Mais attendez Patrick, avant d'en arriver aux travaux, qu'est-ce qui se passe concrètement en ce moment? Les compagnies d'assurance ont donné un coup de fil à chacun des assurés, les experts sont passés, on a évalué les dégâts, on sait quelle est la valeur du bien qui a été détruit. Je me pose toutes ces questions. Mais tout ce travail n'est pas encore réalisé. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, les gens rentrent chez eux et constatent déjà ce qui s'est réellement passé, parce que quand ils sont partis, les incendies étaient en cours. Donc là, ils vont constater réellement ce qui s'est passé sur place. Ensuite, ils vont contacter leur assureur, et donc les experts vont être contactés aussi. Quand les travaux sont minimes, ça va être des échanges comme le font aujourd'hui des experts par Internet, de renvoyer des photos de ce qui est en train de se passer. Et là, ça va assez vite à faire. En revanche, quand c'est des destructions massives, là, c'est un peu plus compliqué. Les experts doivent se déplacer. Et je peux vous dire que vu les zones concernées, vu le nombre d'incendies, vu le nombre de maisons impactées, les experts de ces régions, et on est en période en plus de vacances, sont tous mobilisés pour ça. Mais il faut même, Patrick, il faut même les renforcer, j'imagine. Enfin, faut faire venir des experts de l'extérieur, parce que quand vous voyez des centaines et des centaines de maisons, enfin, un expert ne peut faire que ce qu'un homme peut faire en une journée, hein. C'est exactement ce qui se passe. Je peux vous dire que comme ça, les assureurs se mobilisent, contactent des experts qui sont certes, bien sûr, dans les zones concernées, mais au-delà de ça, au niveau national, essaient de les mobiliser, de les faire déplacer pour que, pendant le déplacement, ils peuvent faire un constat de tout ce qui se passe. Donc, c'est l'ensemble de ces travaux qui sont seulement en train de se mettre en place. Ça va durer encore quelques jours, une semaine ou deux, peut-être même davantage, malheureusement, parce que, les périodes, je vous dis, consulter les experts pendant les périodes estivales, c'est aussi compliqué que de trouver un logement sur place. Bien, Yann Parot-Gillois est avec nous, restez avec nous. Patrick, si vous souhaitez échanger, il est directeur d'un cabinet immobilier sur place, donc vous connaissez bien le bassin d'Arcachon. Vous voyez les questions qu'on se pose, hein, vous nous avez suivis, vous avez écouté nos échanges. Est-ce qu'il y a des mètres carrés disponibles aujourd'hui pour reloger, c'est pas reloger, c'est loger les riverains de retour qui ont perdu leur maison? Ce que je peux vous dire déjà, c'est que le bassin d'Arcachon, c'est un vaste territoire, et que la disponibilité des mètres carrés va dépendre de l'endroit dont on parle, en fait. Si on parle du nord du bassin d'Arcachon ou du sud du bassin d'Arcachon, qui n'ont pas été du tout
pour le Sud, pas du tout impacté, ou en tout cas indirectement et pas de la même manière. Et il s'avère que moi, dans ma mission, je suis en plus sur le bassin d'Arcachon, mais aussi sur le nord des Landes. Donc en fait, j'ai été 2 fois en contact avec 2 origines différentes et 2 feux différents, mais 2 fois en contact avec cette problématique, avec ce retour problématique. Biscarrosse, c'est les Landes. J'imagine que vous faites allusion à ça. Et puis le pourtour du bassin d'Arcachon. Les 2. Voilà, tout à fait. Donc oui, il peut y avoir en effet encore des espaces d'accueil, des espaces de reconstruction. On va pas parler de la même manière si on parle d'Arcachon ou si on parle du fond du bassin, ou de la zone d'Andernos par exemple, où on va pas avoir la même capacité de territoire, de reconstruction, d'accueil que sur Arcachon, qui est plus dense. Mais est-ce qu'il y aura un goulot d'étranglement cet été? C'est-à-dire que je me mets à la place des gens, j'essaye de me mettre à la place très modestement des gens qui ont perdu leur logement, qui reviennent. Ils peuvent avoir des besoins de proximité, je sais pas, consulter un médecin, aller voir le dentiste, etc. Tout ça, ça fait partie de la vie du quotidien, si vous voulez. Est-ce que vous avez des solutions à leur proposer? Est-ce que vous pouvez leur proposer, ne serait-ce que pour quelques semaines, un appartement, même si c'est un petit appartement, pour substituer le logement qu'ils ont perdu? En fait, c'est assez intéressant parce qu'en fait, l'élan de solidarité qui a eu lieu pendant les feux, on le sait, avec l'ensemble des acteurs, que ce soit les sapeurs-pompiers, les bénévoles et ce qui s'ensuit, c'était notamment sur le nord des Landes où on gère un portefeuille de location saisonnière assez important. Des propriétaires, en fait, sont venus. Jean-Dominique. Oui, j'ai le chiffre de... Environ 450 habitations ont été détruites. Donc, voilà. Oui. C'est comment vous envisagez de répondre à cela? On va remercier Patrick Marlière au passage. Merci pour votre contribution. Yann Parot-Gillois, comment donc? Oui, un pays comme le nôtre doit pouvoir gérer le fait que 450 habitations ont brûlé et qu'il faut reloger ces gens. Et est-ce que il y a des aides publiques, location, on va pouvoir gérer la totalité des demandeurs. En tout cas, on le fait au jour le jour et tous les jours. Alors sur le Nord Bassin, on a des acteurs. Moi, je ne suis pas sur le Nord Bassin sur la partie locative, mais sur le nord du bassin, il y a certainement des acteurs qui vont être sollicités aussi. Par ces mouvements de solidarité, on cherche toujours à trouver une solution. Et puis en général, d'ailleurs, on y arrive. Alors il y a parfois des trous dans la raquette. Vous avez des gens qui restent à côté des réponses qui sont apportées, mais je trouve que collectivement, quand même, il y a bien les agriculteurs, les agents immobiliers, les commerçants, etc. Bon, tout le monde s'y est mis. C'est formidable. Je voulais terminer pour dire que il faut pas abandonner. Guillaume, il y a 48 heures, Nation Gironde. Je pense qu'il faut le faire, et je vois que les professionnels du secteur sont très très actifs. C'est-à-dire que ils prennent leur téléphone, ils font ce qu'on appelle en bon français du phoning. Bon, tout le monde comprend de quoi il s'agit. C'est-à-dire on rappelle les gens qui ont annulé en disant: les amis, ça y est, il y a des places disponibles, les fumées sont levées, les hypothèques de sécurité sont levées, revenez. Et donc, je trouve que là, on a un territoire qui montre sa résilience, sa capacité à résister. Territoire qui avait déjà subi il y a 4 ans ces incendies très très difficiles du côté de Landiras, du côté de la Teste, et c'est vrai que ces 15 derniers jours ont été marqués par des annulations en cascade, parce que quand on voit ces images d'incendies, de flammes, de paysages dévastés, c'est d'abord avant tout la peur d'y aller et d'être confronté à ce problème. Mais aujourd'hui, l'incendie est éteint, et donc aujourd'hui les touristes peuvent revenir, ont envie de revenir. Alors Laure Pereira est avec nous, on va lui donner la parole. On a juste 1 minute, Madame Pereira, directrice du camping Le Braou à Oudange en Gironde. Vous avez décroché votre téléphone et vous rappelez les clients qui avaient annulé, c'est bien ça? Exactement, c'est ça. On essaye de rassurer au maximum, donc on rappelle tous nos clients pour les informer de la situation sur place. Bon, et ça va, on peut venir chez vous. Bon, on peut venir chez vous, tout va bien. Il fait beau, il y a de l'électricité, il y a toujours la mer. Bien sûr, bien sûr. Bon. Bien sûr, on fait partie des régions qui ont été épargnées. On pense fort aux villes qui malheureusement ont beaucoup plus de dégâts et qui ont tout perdu.
Mais c'est vrai que de notre côté, oui, on peut accueillir les touristes dans de bonnes conditions et ils peuvent profiter de leurs vacances. Bon, cette campagne de coups de fil, là, elle reçoit un écho favorable. Les gens vous disent banco, on vient ? Oui. Pour tous ceux qu'on a pu avoir en ligne, carrément. Ils sont au contraire super contents qu'on prenne le temps de les appeler. Et surtout, ils sont rassurés de pouvoir maintenir leurs vacances. Bon, c'est bien. Restez fidèles. Merci beaucoup. Moi, je vous souhaite bon courage. Je vous souhaite une très belle saison. Merci beaucoup à vous. Merci comme je la souhaite d'ailleurs à tous les professionnels du secteur. Il y a tellement de choses à faire dans cette région. On produit de belles choses, non, à Bordeaux? Dominique. Je vois le sourire qui se dessine. J'aime beaucoup leurs petits gâteaux, voilà. Ah, très bien. Merci. Bon. À Bordeaux. Allez, les cannelés. Les cannelés, voilà, ouais, je cherchais le nom. J'aime beaucoup les cannelés. Bon. Allez manger des cannelés dans la région. Voilà. Et puis, consommer modérément ce qui se met en bouteille, qui est formidable aussi. Allez, à tout de suite. Dans un tout petit instant, vraisemblablement, nous rejoindrons le ministère de l'Intérieur. Pourquoi ? Parce que, comme vous le savez, les ministres de l'Intérieur des 27 se sont réunis autour de la question de Ceuta, comment l'aborder, et le ministre français de l'Intérieur doit prendre la parole. Donc, nous pouvons être interrompus à un moment ou à un autre, je vous en informe. Nous suivrons évidemment la déclaration de Laurent Nunez. Je voudrais vous emmener maintenant en Ukraine avec ces images qui font froid dans le dos, ces images absolument terrifiantes. Il s'agit d'une chasse à l'homme à Kherson. Donc, des soldats russes s'entraînent au maniement de drones meurtriers sur des civils. Oui, sur des civils. Regardez bien cette image. C'est un civil poursuivi par un drone. Il y a probablement un opérateur russe de l'autre côté. Alors peut-être que la Russie le démentira, mais en tout cas, nous sommes à Kherson, c'est bien un Ukrainien, et donc le drone poursuit cette personne qui n'est pas en uniforme, c'est un civil, c'est le jeu du chat et de la souris, et puis il se cache, vous voyez, il y a des parasols, il y a un véhicule, il fait le tour du véhicule, il cherche à éviter le drone, et puis à un moment, pof, explosion. Bien, je précise que ce monsieur n'a pas été tué, qu'il a été blessé, qu'il a été pris en charge et qu'il a été soigné. Mais évidemment, pour chacun d'entre nous, lorsque nous avons découvert ces images, ça a été un choc en réalité, Maxime Pérez, un choc parce que c'est un crime de guerre. C'est un crime de guerre documenté de la manière la plus amateur qui soit. On n'est pas voilà. Et non contestable en même temps, enfin manifestement. Voilà, de manière assez. Le hasard a permis en tout cas de saisir cette scène et de voir ce qui peut s'apparenter à une pratique peut-être systématique ou en tout cas courante d'officiers ou de soldats russes qui sont sans doute assez peu encadrés et qui se livrent à ce type d'action qui répond parfois de la simple pulsion du moment et en tout cas qui ne répond certainement pas à un objectif militaire. On voit bien que c'est un marchand ambulant qui tient. Alors, Jean-Dominique Mercier, ceci se fait avec l'accord de la hiérarchie. Je cherche à avoir les réponses. Je ne veux pas vous poser une colle, hein. Oui, mais en l'occurrence, Pascal, vous m'en posez une, parce que je n'en sais rien. Ce que je veux dire, c'est que la hiérarchie ne peut pas ignorer. Ah non, je pense que la hiérarchie ne peut d'autant pas ignorer que c'est diffusé sur les réseaux sociaux et que, oui, c'est un crime de guerre caractérisé. Attaquer délibérément un civil comme ça, ça ne fait aucun doute. C'est terrible parce que on voit en direct un crime de guerre, mais non seulement on voit en direct un crime de guerre, mais on voit ce qu'est devenu la guerre aujourd'hui. On voit ce drone, une espèce de gros frelon comme ça, qui poursuit le ministre ukrainien des Affaires étrangères le dit que c'est un crime de guerre barbare commis par la Russie. C'est l'évidence même. Et il dit qu'il y en a beaucoup d'autres. Par des Russes, voilà. Par des Russes, alors oui, alors après, c'est toujours compliqué. Ont-ils des ordres pour faire ça ?
pour attaquer délibérément des civils, le font-ils spontanément? Ça, honnêtement... Ça veut dire quand même qu'il y a un contexte favorable. Un soldat, pardon, vous avez fait votre service militaire. Mais bien sûr... Moi, j'ai fait mon service militaire, on répondait aux ordres. Bien sûr. Oui, mais vous savez très bien que dans toutes les guerres, malheureusement, il y a des comportements qui ne devraient pas avoir lieu. C'en est un. Ont-ils des ordres? N'ont-ils pas d'ordre? Ça, ce sera peut-être un jour à la justice internationale d'en décider sur la base d'enquêtes fiables et sérieuses. Aujourd'hui, on ne peut pas le savoir. En tout cas, ce qui est terrible, c'est de voir ces images, parce que, comment dire, jusqu'à présent, on ne voyait pas ce genre de choses. Les crimes de guerre avaient lieu, mais on ne les voyait pas en direct. Et la technologie, à la fois qui nous permet de le voir, mais ce qu'on voit, c'est-à-dire cette munition rôdeuse qui cherche cet homme en panique, qui essaie de se cacher, comme si c'était un frelon qui l'attaquait, un frelon qui lui explose au-dessus, qui le blesse. Apparemment, il n'est pas mort. Non, il n'est pas Dieu mort. soit loué. Voilà des images du XXIe siècle. Pardon, le ministre de l'Intérieur s'exprime. Informel des ministres de l'Intérieur européens. C'était un conseil informel. Il y a un conseil formel qu'on appelle les conseils JAI, qui réunit les ministres de la Justice et des Affaires intérieures, qui se tiendra le 1er octobre à Bruxelles. Donc là, nous sortons à l'instant d'un conseil informel qui s'est tenu en visioconférence, qui a réuni sous la présidence irlandaise, qui préside l'Union actuellement, qui a réuni l'ensemble des ministres intérieurs de l'Union européenne, avec un certain nombre d'ailleurs de pays associés. Vous savez que ce conseil s'est tenu à la demande d'un certain nombre d'États, dont le président du gouvernement espagnol Pedro Sánchez, qui s'en était entretenu avec le président de la République française Emmanuel Macron. Donc ils avaient évoqué la possibilité de ce conseil, qui s'est donc tenu à l'instant, et donc qui sera suivi d'un conseil formel. Donc quand je dis informel, ça veut dire que ça n'était pas un conseil décisionnel. C'était un moment de discussion suite à la crise de Ceuta, un moment de discussion entre tous les États qui était assez important compte tenu des divisions qui semblaient se faire jour. Il était important qu'on ait ce temps d'échange. Il a duré 3 heures, donc ça a été extrêmement intéressant, évidemment. Et la première chose que je voudrais dire, c'est que tous les États membres, tous sans aucune exception, ont marqué leur solidarité avec l'Espagne. Et ils ont salué la gestion qui avait été celle du gouvernement espagnol, et notamment de son président, évidemment, Pedro Sánchez, et du ministre de l'Intérieur. Donc tout le monde a salué cette gestion espagnole et la coopération remarquable avec le Maroc. Donc ça me paraît important de le dire. À cet égard, lors de ce conseil, le ministre de l'Intérieur espagnol nous a annoncé qu'il y avait eu 75 corps retrouvés à date et que ce bilan n'était qu'un bilan provisoire. Évidemment, la plupart des États membres ont marqué évidemment beaucoup d'empathie avec cette situation, avec ce qui est un drame, avec ce décès d'ores et déjà de 75 personnes. Et encore une fois, il a bien insisté sur le fait que c'était un bilan provisoire. Il s'agit de corps qui ont été retrouvés. Le ministre de l'Intérieur espagnol, donc Fernando Marlaska, est revenu très largement, évidemment, sur les événements, la façon dont les choses se sont passées. Il a évoqué donc cet afflux massif de migrants au 30 juillet, beaucoup arrivant sur l'enclave de Ceuta à la nage. Il a évoqué surtout le fait que la plupart de ces migrants étaient retournés dans leur pays. Il a évoqué un chiffre de plus de 70 000 personnes qui avaient reflué, qui étaient retournées, donc notamment au Maroc. Il a évoqué aussi également les mesures qui ont été prises pour endiguer ce phénomène, les mesures immédiates, les mesures d'urgence, avec un renforcement de la présence policière, qu'il s'agisse de la police nationale espagnole, de la Guardia Civile espagnole et évidemment de forces armées également. Donc des mesures qui ont été prises pour renforcer la sécurité immédiatement, donc sur Ceuta. Et par ailleurs, il a annoncé que un barrage flottant, puisque vous savez que beaucoup de migrants sont venus en fait à la nage, c'est d'ailleurs dans ces conditions malheureusement qu'on déplore d'ores et déjà 75 personnes décédées, il a mis en place un barrage flottant
qui permettra de contourner une décision, enfin de s'adapter plus exactement à une décision de la Cour suprême espagnole qui considérait que les personnes qui arrivaient à la nage pouvaient ne pas être refoulées immédiatement. Ce que le ministre de l'Intérieur espagnol considère que cette décision a pu être utilisée par des réseaux de passeurs pour générer ces afflux de migrants sur l'enclave de Ceuta. Donc il y a un barrage qui vient d'être confectionné et qui permet de s'adapter à cette décision qui ne trouvera donc plus lieu à s'appliquer puisqu'il existe maintenant un barrage physique, une frontière physique, y compris en mer avec ce barrage flottant qui a été érigé. Nous avons tous et toutes également convenu que la question de l'espace Schengen n'était pas vraiment le problème, mais plutôt la solution d'une manière générale. Et il a été rappelé d'ailleurs au cas d'espèce que l'enclave de Ceuta obéit à des règles particulières au sein de l'espace Schengen, puisqu'il y a des contrôles très stricts, entrée et surtout sortie vers le continent. Et tous les États ont évidemment reconnu, et en premier lieu l'Espagne, mais tous, qu'il n'y avait eu aucune traversée de la mer Méditerranée, il n'y avait aucune pénétration sur le continent à l'issue de cette crise, de cette arrivée massive de migrants sur l'enclave de Ceuta. Donc voilà pour les faits. Tous les États, évidemment, ont déploré qu'à la faveur de la circulation d'un certain nombre d'images, on ait eu un certain nombre d'ingérences informationnelles d'États étrangers qui ont utilisé ces images, évidemment, pour critiquer la politique de gestion migratoire de l'Union européenne, critiquer, essayer de diviser les États membres entre eux. Et évidemment, tous les États ont déploré, tous les États membres, tous les ministres de l'Intérieur des États membres ont déploré l'utilisation qui a pu être faite de ces images pour diviser l'Union européenne. Et tous les États ont convenu que c'était vraiment le pire des mots, qu'il fallait absolument éviter cette division. En tout cas, pour ce qui me concerne, quand je l'ai dit, quand je me suis exprimé, je l'ai dit très clairement, mais j'y reviendrai. Concernant la position que j'ai exprimée, celle de la France, c'est évidemment de rappeler à mon tour ma solidarité avec l'Espagne, le fait de saluer évidemment la coopération qui s'était mise en place avec le Maroc et de rappeler que nous étions à disposition des autorités espagnoles pour venir en soutien ou renforcer, le cas échéant, Frontex, s'il le fallait. Donc voilà, j'ai rappelé, comme l'avait fait d'ailleurs le président de la République auprès de Pedro Sanchez lorsqu'ils se sont parlé vendredi après-midi, dans cette séquence vendredi après-midi où le président de la République a échangé avec le président du gouvernement et moi avec mes deux homologues espagnols et italiens. J'ai rappelé également à l'occasion de ce conseil que nous avons renforcé, comme vous le savez, les frontières, le contrôle des frontières sur la frontière franco-espagnole, comme nous l'avions d'ailleurs annoncé. Je rappelle que le contrôle des frontières terrestres, il est rétabli par la France depuis 2015, tous les 6 mois, à échéance régulière, et c'est un contrôle qui est déjà en place. Nous avons simplement décidé de le renforcer de manière significative à la suite de ces événements, pour contrôler les mouvements secondaires. Bien sûr, c'était lié à cette crise naissante, mais c'est lié d'une manière générale à un meilleur suivi du contrôle des mouvements secondaires. Ce qu'on appelle les mouvements secondaires, ce sont des entrées irrégulières d'étrangers sur le territoire de l'Union européenne et qui cherchent ensuite à gagner la France, notamment pour se projeter vers le Royaume-Uni pour une partie d'entre eux. Donc, en renforçant les contrôles aux frontières franco-espagnols, c'est ce qui a été fait. Nous luttons mieux contre ces mouvements secondaires et c'est ce qui a été fait dès vendredi en renforçant encore plus cette présence. Je tiens à dire qu'en accord avec mon homologue italien avec lequel je me suis entretenu vendredi après-midi, des mesures qu'il était envisagé de prendre. Nous avons aussi décidé de renforcer les contrôles frontaliers terrestres sur la frontière franco-italienne. Bon. Pour la frontière franco-espagnole, j'ai donné le chiffre qui reste évidemment d'actualité. Ça a été un renfort immédiat de 334 personnes, notamment des forces mobiles qui se sont déployées sur cette frontière. Il y a 5 forces mobiles actuellement qui assurent un contrôle des 37 points de passage autorisés qui existent sur la frontière franco-espagnole, entre le département des Pyrénées-Orientales et le département des Pyrénées-Atlantiques, sur tout ce linéaire. Ils sont renforcés à compter de demain
par la mise en œuvre donc de la force frontière d'intervention rapide qui va mobiliser 186 personnels supplémentaires qui vont être affectés au contrôle de la frontière et aussi à des contrôles dans la profondeur. Voilà, donc voilà ce que je voulais dire sur ce qui a été dit sur ce Conseil. Ce que je voulais, pour compléter mon propos, je voudrais dire aussi que tous les États se sont félicités, puisque évidemment cet événement donne lieu à des critiques partout dans le monde de ce que serait la politique migratoire de l'Union européenne. Tous les États évidemment se sont félicités de ce que les entrées d'étrangers en situation irrégulière sur le territoire de l'Union européenne avaient baissé de manière significative. Moins 55% au cours des années 2025, enfin on va dire des 2 dernières années. Depuis 2026, depuis le début de l'année 2026, cette baisse continue puisque nous sommes à moins 37%. L'Espagne enregistre une baisse de moins 31%. Et vers les Canaries, qui était un lieu de projection des migrants extrêmement important, lieu de destination des migrants extrêmement important, la baisse est de moins 60%, depuis le début de l'année. Donc il faut le signaler et tout le monde s'en est félicité. Il y a une politique migratoire de l'Union européenne, bien sûr, il reste beaucoup de choses à faire, évidemment, mais il y a des succès significatifs et tous les États membres l'ont souligné, sans aucune exception, même si, comme toutes et tous, la France a évidemment dit qu'il fallait poursuivre ses efforts. Globalement, sur les mesures à mener, même si aucune décision n'est prise, je tiens à le dire, c'était un conseil informel. Tous les pays convergent sur l'idée qu'il faut, et c'est ce qu'a écrit Madame la Présidente de la Commission européenne, Pedro Sanchez, sur le fait qu'il fallait évidemment renforcer notre lutte contre les réseaux de passeurs qui jouent un rôle énorme dans l'entrée, majeure même dans l'entrée sur le territoire de l'Union européenne d'étrangers en situation irrégulière. La lutte contre les réseaux de passeurs, le démantèlement de filières, c'est quelque chose d'extrêmement important, qui passe évidemment par l'action que mènent l'ensemble des services de police et pour ce qui nous concerne de gendarmerie, mais pour l'ensemble des forces de sécurité intérieure de l'ensemble des États membres, c'est un travail énorme, mais qui passe aussi par un travail bien évidemment en amont de démantèlement des réseaux, aussi évidemment dans les pays d'origine et dans les pays de transit. Et ça, c'est quelque chose évidemment sur lequel l'ensemble des États ont insisté, au même titre qu'ils ont insisté sur la nécessité de renforcer le contrôle aux frontières extérieures, le fait de renforcer évidemment la politique de retour, et de ce point de vue le règlement retour qui est en cours d'adoption et qui sera transposé à compter de la fin de l'année et sur une durée d'1 an, y compris sur le territoire national. Donc c'est un outil qui va être extrêmement important et beaucoup ont insisté évidemment sur le travail de coopération avec les pays tiers pour favoriser le développement et éviter ces phénomènes migratoires. Donc voilà quelques axes, quelques pistes de travail qui ont été lancées, qui encore une fois sont déjà des pistes de travail qui sont mises en œuvre, mais l'ensemble des États membres ont indiqué que c'était évidemment quelque chose d'extrêmement important qu'il fallait poursuivre dans cette voie. Je tiens à dire une chose aussi également extrêmement importante, c'est que l'ensemble des États membres se sont félicités de l'adoption du pacte asile-migration, qui instaure, comme vous le savez, une procédure d'asile à la frontière pour les premières entrées sur le territoire de l'Union européenne. Donc l'ensemble des États se sont évidemment félicités de ce pacte qui, par ailleurs, permet de renforcer les frontières extérieures, qui facilite également le mécanisme dit de Dublin, c'est-à-dire un mécanisme qui permet quand un demandeur d'asile se présente sur une seconde fois dans un État membre de l'Union européenne et qu'il a déjà été enregistré dans un autre État, qu'on puisse le renvoyer dans cet État. Le pacte asile-migration facilite cette procédure Dublin, il la raccourcit, il en facilite la mise en œuvre, et donc c'est un pacte qui comporte donc un certain nombre de règlements et une directive, 9 règlements, une directive, et sa mise en œuvre est extrêmement importante aux yeux de l'ensemble des États membres. Ceci, il y a pas mal de règlements qui renforcent aussi les contrôles sécuritaires, ce qu'on appelle le filtrage, à l'entrée de l'Union européenne, mais aussi au sein de l'Union européenne. Quand un étranger en situation irrégulière est interpellé, on a des facilités de renforcer le suivi, des facilités d'imposer le recours à la biométrie. Et donc, l'ensemble des États membres ont considéré que l'application de ce pacte asile-migration, qui a été voulu par tous, était indispensable. Je rappelle que pour la France, il est entré en vigueur le 12 juin dernier, ce pacte, qu'il est appliqué, mais qu'il nous reste encore un certain nombre de mesures législatives à prendre. Et notamment
notamment celles qui permettent de retenir à la frontière des demandeurs d'asile avant qu'ils ne pénètrent sur le territoire national, quand on considère qu'ils proviennent de pays d'origine sûrs, quand on considère qu'ils comportent une menace pour l'ordre public, ou quand on considère que leur demande est abusive. On a la possibilité soit de déclarer la demande irrecevable, soit de l'examiner à la frontière. C'est-à-dire que la personne ne pénètre pas sur le territoire national. Je le dis à dessein parce que le gouvernement français a demandé la transposition par ordonnance de certaines de ces dispositions, notamment celles qui permettent de retenir des personnes à la frontière, et que si le Sénat a autorisé le gouvernement à prendre ces mesures de nature législative par ordonnance, l'Assemblée aura à se prononcer à l'automne. Et d'ores et déjà, la Commission des lois, avec le concours des voix du Rassemblement national et de la France insoumise, a rejeté ce pacte, et notamment ces mesures qui permettent de retenir à la frontière des étrangers qui déposent une demande d'asile et dont on considère qu'il vaut mieux instruire leur demande pendant qu'ils se trouvent retenus à la frontière qu'ils aient pénétré sur le territoire national. Et donc pour nous, ce pacte revêt maintenant une importance extrêmement forte dans sa mise en œuvre. Voilà donc évidemment, tout le monde également a salué l'avancée de la discussion en cours sur le règlement retour, qui, comme vous le savez, pour les retours supprime donc le délai de départ volontaire et surtout donne aux forces de sécurité intérieure des prérogatives accrues, notamment en termes de recherche sur la téléphonie, pour mieux identifier les réseaux de passeurs. Et donc ce sera un texte extrêmement important que, contrairement d'ailleurs à ce que j'ai pu entendre, lire ou voir ici ou là, la France est absolument favorable à l'application du règlement retour. Bien au contraire, elle en a été à l'initiative et nous appliquerons évidemment ce règlement retour. Voilà ce que je voulais dire très rapidement évidemment, sur le territoire national, la France contribue, je l'ai dit, au travers de la lutte contre les mouvements secondaires, la lutte contre l'immigration illégale. Nous démantelons des réseaux de passeurs et nous interpellons énormément d'étrangers en situation irrégulière. Il faut évidemment s'en féliciter, avec une collaboration, et je tiens à le souligner, je l'ai dit à mes deux homologues vendredi lorsque je me suis entretenu avec eux, avec une collaboration remarquable de l'Espagne, qui procède à 88% des réadmissions, c'est-à-dire lorsque nous interpellons des étrangers en situation irrégulière, un peu moins de 6 000 depuis le début de l'année. Dans 88% des cas, ils sont réadmis en Espagne. Et une coopération exemplaire également avec l'Italie, puisque dans plus de 90% des cas, il y a réadmission en Italie pour les étrangers en situation irrégulière que nous interpellons à la frontière. Et c'est environ 12 000 depuis le début de l'année. Donc il faut s'en féliciter. Et ça veut dire que nos services à la frontière travaillent, contrairement à ce que l'on entend dire, pour lutter contre l'immigration illégale. Je terminerai simplement en disant deux choses. La première, j'entends aussi également dire, là, en ce moment, c'est un autre sujet, mais qui peut être lié. J'entends dire que, évidemment, nous enregistrons une augmentation des traversées de la Manche par des migrants qui veulent se rendre au Royaume-Uni et qui traversent donc notamment en utilisant des bateaux qu'on appelle les small boats ou des taxi boats maintenant, et qui traversent donc la Manche pour se rendre au Royaume-Uni. Comme vous le savez, nous avons un accord de coopération avec le Royaume-Uni qui d'ailleurs finance un certain nombre de nos effectifs, de nos moyens matériels, de nos moyens aériens, pour mieux lutter contre ces traversées. D'abord parce qu'elles se font au péril de la vie de ces personnes. Et on l'a vu encore récemment, nous avons eu à déplorer le décès de 4 personnes qui ont été piétinées sur un small boat. Et donc c'est évidemment 3 femmes en l'occurrence, dont 3 femmes en l'occurrence, ce qui est évidemment dramatique. Et donc nous luttons contre ces traversées. J'entends dire du côté de partis extrémistes du Royaume-Uni qu'ils veulent venir sur le territoire national, escorter nos bateaux, qu'ils viennent mener des actions de propagande sur le territoire national, que la France ne ferait pas tout ce qu'elle devrait pour le faire. Je tiens à dire que depuis le début de l'année, en partenariat évidemment avec les services, les forces de sécurité britanniques, depuis le début de l'année, le nombre de traversées réussies a été de 160, il était de 413 à la même période, ce qui constitue évidemment, comme vous pouvez le noter, une baisse significative. 413 traversées réussies à la même période de l'année, nous sommes passés à 160. Que le nombre d'individus qui ont réussi à traverser, il était de 24 000 l'année dernière à la même période, il est tombé à 10 000. Et que le taux d'échec des traversées, qui était de 58%, c'est-à-dire 58% de traversées empêchées, est maintenant passé à 65% depuis le début de l'année, notamment, pas que, mais notamment grâce à la nouvelle doctrine que nous avons mise en œuvre d'interception des navires en mer. Voilà, donc vous dire que donc l'effort de la France pour lutter contre l'immigration illégale est fort, que empêcher des traversées sur la Manche, ça dissuade les migrants de se rendre sur le nord de la France et d'essayer de se rendre au Royaume-Uni, et donc ça dissuade
dissuade les mouvements secondaires. Voilà, ce sont des actions globales qui sont menées au niveau du territoire de l'Union européenne et auxquelles la France prend évidemment toute sa part. Voilà, pour conclure, le message que j'ai adressé moi ce matin comme ministre de l'Intérieur représentant le gouvernement français à ce Conseil, c'était le message qui est celui de la France, qui a été rappelé par le président de la République vendredi après-midi, qui a été rappelé à Pedro Sanchez, qui a été rappelé à la présidente de la Commission. C'est un message de responsabilité. C'est-à-dire que la France est en train de jouer évidemment tout son rôle dans la lutte contre l'immigration illégale, mais c'est aussi un message de solidarité. Responsabilité et solidarité. Solidarité auprès des pays quand ils sont dans le besoin, quand ils ont affaire à un afflux de migrants. L'Espagne, en son temps, a joué ce rôle. Quand il y a eu d'autres États qui ont été concernés, tout le monde a en tête Lampedusa. La France a joué son rôle, l'Espagne a joué son rôle. Voilà, l'Union européenne, c'est un territoire de solidarité. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. Et j'ai rappelé à cet égard que les dissensions qui avaient pu se faire jour il y a encore quelques jours pendant tout le week-end n'étaient pas les bienvenues, puisqu'un certain nombre de pays qui pratiquent l'ingérence étrangère savent utiliser les images qu'on a vues à Souida, savent utiliser les positions divergentes des uns et des autres pour finalement attaquer l'Union européenne, et qu'aucun État membre n'avait intérêt à la division et que tous avaient intérêt à la solidarité. Ce que j'ai entendu ce matin, de ce point de vue, était très rassurant. Voilà, très rassurant. On a eu des messages de grande solidarité. Oui, il reste beaucoup à faire, on en est parfaitement conscient, mais tout ça va se faire dans la plus grande solidarité. Et je me félicite de la tenue de ce conseil informel. Je me félicite qu'il ait pu se tenir et je me félicite surtout de ce que j'y ai entendu. Voilà. Merci, monsieur Laurent Nunez. Très rapidement, une synthèse. Thibaut Petit, on a très peu de temps. Malheureusement, on aurait aimé consacrer un peu plus de temps à une synthèse. Qu'est-ce que vous retenez ? Déjà, moi, ce que je retiens, c'est le bilan dramatique qui a été dressé par le ministre de l'Intérieur. 75 corps retrouvés, 75 morts, et un bilan qui n'est que provisoire pour le moment. Alors après, le ministre de l'Intérieur a évoqué ce qui a été mis en place très rapidement. Il a salué l'Espagne. Il a parlé notamment de ce qui a été mis en place par la France, les renforts aux frontières franco-espagnoles et franco-italiennes. Mais on voit bien dans ce bilan qui est dressé par le ministre de l'Intérieur que, en fait, ça se passe à Ceuta et non pas à la frontière entre la France et l'Espagne. Donc, ces renforts de 334 personnes, c'est le chiffre qu'il a donné, ils sont importants. Mais dans les solutions qui ont été présentées, désormais, il y a ce barrage flottant qui a été évoqué par le ministre de l'Intérieur. Mais on sent bien que là, il a insisté là-dessus, cette réunion-là n'était pas décisionnelle et il renvoie au 1er octobre et il va y avoir un travail pour renforcer la lutte contre les réseaux de passeurs et pour démanteler ces filières. Mais on sent que ça va être un travail à long cours. Bien, ce sera très commenté sans doute, mais le ministre de l'Intérieur aujourd'hui dit en substance que tous les États membres ont salué la réaction espagnole.